on est en train de faire un compilateur. Un compilateur est un long tuyau qui enchaîne des modules les uns derrière les autres. La première partie du compilateur, ça s'appelle le front-end ou la partie frontale quand on parle en français. Et la partie terminale en français qu'on appelle back-end en anglais est de l'autre côté. Tout ce qui est à l'entrée, c'est l'analyse du langage source. Et tout ce qui est dans le back-end, tout ce qui est dans la partie terminale, c'est la partie de synthèse, la synthèse vers le langage cible. Et quelque part, il y a une articulation au milieu. Il y a une articulation au milieu, et cette articulation, la structure de données qui va être transportée pendant toute cette période s'appelle la représentation intermédiaire. Donc là, on est pile poil au pivot. On a terminé à peu près toutes les analyses. Il en reste un petit peu à faire dans cette partie de conversion qui est le pivot vers la partie centrale, middle end en anglais. Il reste un petit peu d'analyse à faire, mais c'est essentiellement fini. Ça y est, on sait que le texte est sain, on sait que l'utilisateur n'a pas fait d'erreur de type, n'a pas fait d'erreur de syntaxe, etc. Alors, la représentation intermédiaire, ça va être un endroit où il va falloir commencer à attaquer sérieusement l'aspect traduction. Ça y est, on change de langage. Il y a le langage source, typiquement Tiger en ce qui vous concerne. Là, il est temps de rentrer dans la partie centrale du compilateur et de façon implicite ou explicite, ça parle d'un certain langage dans lequel on est en train de traduire le langage source. On l'appellera le langage intermédiaire. Et ce langage intermédiaire, étant donné qu'il est moins puissant que le langage source et quand même plus puissant que le langage cible, il va quand même falloir commencer à traiter. Alors, ce n'est pas du désucrage, ce n'est pas de la traduction, mais c'est carrément faire apparaître le fait qu'on vise un autre type de machine. Si vous voulez, en quelque sorte, vous pouvez voir le langage Tiger comme étant un langage vers une certaine machine abstraite. Une machine qui fournit un certain nombre de fonctionnalités, comme par exemple la gestion de la mémoire. En Tiger, vous n'écrivez pas new, vous n'écrivez pas delete, vous ne vous préoccupez pas de l'allocation, de la désallocation. Dans Tiger, vous pouvez faire des appels récursifs. Et vous savez bien que les appels récursifs, c'est quelque chose de pas complètement trivial du point de vue de la machine, puisque ça nécessite la capacité à revenir en arrière une fois qu'on a terminé un appel. Ça nécessite la capacité de créer sans arrêt les variables locales et les détruire quand on revient. Ça nécessite tout un travail d'allocation et de désallocation mémoire. C'est à partir de ce moment-là, on va commencer à vraiment devoir y travailler. C'est pour ça qu'on va avoir une portion non négligeable de cette partie du cours qui va être consacrée justement à cet aspect gestion de la mémoire. On part d'une machine virtuelle de très haut niveau, qui est la machine virtuelle Tiger. Et cette fois-ci, on va aller vers une machine virtuelle qui n'offre plus de primitives de gestion de la mémoire, ou plus exactement si, mais des primitives beaucoup plus faibles. Et il va falloir traduire les primitives de haut niveau vers des primitives de moins haut niveau. D'accord ? Ensuite, on s'intéressera, une fois qu'on aura caractérisé la représentation intermédiaire sur laquelle on a envie de travailler, une fois qu'on aura aussi pas mal attaqué cet aspect gestion de la mémoire dans le langage intermédiaire, on regardera comment on fait pour pouvoir traduire depuis un AST dans un langage source comme Tiger vers la représentation intermédiaire. Et puis à la fin, ça dépendra du temps qui nous reste, mais ça c'est aussi un petit peu le travail des assistants, on fera un zoom sur comment c'est fait dans le compilateur Tiger. Bien, on va revenir un tout petit peu sur la structure des compilateurs pour justifier la présence de cette représentation intermédiaire, et puis on parlera dès maintenant de Tree, le langage intermédiaire qui est utilisé dans Tiger, histoire de se fixer les idées. Alors, comme je l'ai dit en entrée, on a le front-end, le middle-end, le back-end. Un petit point de vocabulaire. Est-ce qu'on met un tiret ou on ne met pas de tiret entre front et end, et ainsi pour les autres? Ça dépend de quelle est la place du mot. Si vous parlez de un front-end, vous ne mettez pas de tiret, c'est un nom. En revanche, si vous vous servez de front-end comme adjectif, comme par exemple the front-end interface, là on met un tiret. Ça ne fait pas de mal de prendre un petit cours d'anglais de temps en temps. Côté front-end, vous savez tout ça. S'il y a une surprise, c'est maintenant qu'il faut le dire. Peut-être la seule surprise, elle va être ici. Enfin, remarquez, on pourrait parler de ça. Donc là, toute l'analyse contexte sensitive, toute l'analyse sensible au contexte, c'est dans ce que nous, on a appelé le type checker. Si vous voulez faire plus de contrôle, vous pourriez, pas de problème. Ensuite, c'est le dernier moment où vous êtes en train d'avoir le langage source. On va bientôt quitter le langage source pour aller vers le langage intermédiaire. Donc si jamais il y a certaines fonctionnalités qui permettent des optimisations uniquement quand on en est au niveau langage source, c'est maintenant qu'il faut les glisser. Par exemple,
Si vous avez envie de supporter l'inlining, ben, c'est le bon moment de glisser un module pour l'inlining. C'est maintenant que vous allez pouvoir rajouter toutes les fonctionnalités qui sont vraiment propres à votre langage. Puis ensuite, ben, génération du langage intermédiaire. Je reviendrai sur le sigle HIR un petit peu plus tard. Et le back-end, hein, donc ça va être, on va oublier ça, mais pareil que la fin du front-end, c'est traduction vers le middle-end. Ben, le début du back-end, c'est traduction depuis le middle-end. Vous pouvez apposer ça au middle-end comme vous voulez. L'allocation des registres, tout ce qui est spécifique à votre langage cible, et comme votre langage cible est très probablement un assembleur, tout ce qui est spécifique aux différents assembleurs que vous visez. Ça, on aura le temps de le voir largement plus en détail. Et alors, du coup, il y a le middle-end qui est au milieu. Le middle-end, qu'est-ce qu'on va y faire? Alors, il y a quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est déjà la pertinence d'un middle-end. Prenez un compilateur pas incroyablement développé. Quelque chose comme 5 langages importants du jour, 4 architectures importantes du jour aussi, enfin encore que MIPS, on puisse largement en discuter. Déjà, un compilateur qui supporte 5 x 4, 5 sources x 4 destinations, vous avez 20 compilateurs à l'intérieur. 20 compilateurs à l'intérieur, vous imaginez le cauchemar de maintenance. C'est évident que ce n'est pas la bonne approche. C'est évident qu'il ne faut surtout pas faire ça et qu'il faut chercher à se donner une représentation intermédiaire de façon déjà à transformer cette magnifique multiplication en une somme. On a cette fois-ci 5 front-end à écrire et 4 back-end à écrire. Déjà, ne serait-ce que pour l'aspect factorisation de code, c'est important. Mais ensuite, on verra qu'il y a aussi beaucoup d'autres avantages à avoir cette représentation intermédiaire. Pour info, vous prenez un compilateur comme GCC, qui est probablement le compilateur qui soit le plus prise multiple que je connaisse. Les prises en entrée, on est dans quelques dizaines de langages. Il y a encore Pascal, il y a COBOL, il y a bien d'autres langages que ceux qui sont écrits ici. Donc on est de l'ordre de quelques dizaines de langages en entrée, plusieurs centaines de langages en sortie. GCC est quand même champion du monde en matière de viser les microcontrôleurs ou les petits microprocesseurs un petit peu exotiques. Et puis même quand vous dites des choses comme simplement 8086 ou la famille Intel, je ne t'entends pas suffisamment. Une cible en lui spécifiant juste un mapping entre le langage intermédiaire et l'assembleur de sortie. Pour GCC? Oui, bien sûr, mais on en parlera de tout ça. Oui, bien sûr. Faire la traduction qui est ici, on a des outils qui permettent de le faire. On a beaucoup progressé, au même titre que même du côté front-end. Quand tu dois te taper l'analyse d'un langage de programmation, tu as aussi des outils qui te permettent de mécaniser une bonne partie de ce travail. Donc oui, on parlera de ça. Il y a aussi un aspect. Il y a déjà une bonne partie de ce travail qui est mécanisé. Mais il n'empêche que t'as quand même pas. Tu préfères avoir affaire à une somme, plutôt que d'avoir affaire à un produit. Et ça, il n'y a pas de. C'est évident. Donc je reviens là-dessus. Donc GCC, je disais, vous avez plusieurs centaines de back-end. Après, ça va aussi dépendre de comment vous comptez, mais vous avez des tonnes de variations dans chacun de ces microprocesseurs, de ces familles de microprocesseurs, et en fonction d'à quel point vous avez tuné votre compilateur, vous pouvez utiliser ou ne pas utiliser tel jeu d'instructions, disponible ou pas. Vous pouvez décider de faire du code qui soit le plus portable possible dans la famille de microprocesseurs ou pas. Bref, c'est quelque chose d'absolument considérable, le nombre de back-end qu'un compilateur comme GCC peut avoir à traiter. Donc évidemment, la représentation intermédiaire est absolument critique pour un compilateur de cette nature. Mais ce n'est pas la seule raison. Une autre raison, je reviens aussi sur ce schéma parce qu'il permet de bien le comprendre, c'est que vous partez d'un langage source, vous allez vers un langage cible, et il y a évidemment beaucoup de choses qui sont communes dans la plupart des langages de programmation. Je doute qu'on puisse trouver un langage de programmation dans lequel il n'y a pas if. Quand même le babubi-bobu de l'informatique. Les boucles, les fonctions, les variables, les globales. Il y a quand même énormément de principes qui sont communs à beaucoup de langages. Et de devoir les implémenter pour chaque langage, si vous le faites dans le front-end, supporter la boucle, supporter le if dans chaque front-end, c'est quelque chose qui va être répété plusieurs fois. Vous n'avez évidemment pas envie de gérer le if
dans les back-ends, parce que là, c'est encore pire sur leur nombre. Donc, la bonne réponse, c'est évidemment que vous avez envie de gérer ça au milieu. Mais après, il y a toujours ce problème de la tension de est-ce que je veux un langage intermédiaire qui soit proche du langage source ou un langage intermédiaire qui soit proche du langage cible. Si vous avez un langage intermédiaire qui est proche du langage source, ça veut dire que tous vos front-ends vont être simples. Un mapping raisonnable. Quand vous avez une boucle for, vous le traduisez en boucle for. Ce n'est pas encore le moment de s'amuser à faire des if et des goto, etc. Donc, si votre langage est plutôt de haut niveau et qui vous propose le support de la récursion, par exemple, si votre langage intermédiaire supporte la récursion, il n'y a pas besoin d'expliciter la gestion de la mémoire des appels récursifs côté traduction depuis le front-end vers le middle-end. D'accord ? Donc, vous avez envie que votre langage intermédiaire soit de haut niveau. Inversement, si votre langage intermédiaire est de haut niveau, ça veut dire que c'est au moment de la traduction vers l'assembleur qu'il va falloir régler plein de détails. Il va falloir régler les problèmes des appels récursifs, il va falloir régler la traduction des if comme étant des jumps à des adresses, etc. Ça tire des deux côtés et évidemment, on en a déjà parlé, la bonne réponse c'est que le front-end ne soit pas un point, mais que lui-même soit un tube. Que lui-même offre différents niveaux de représentation intermédiaire. Vous avez envie d'une représentation intermédiaire de haut niveau pour faciliter le travail des front-end, et un langage intermédiaire de bas niveau pour faciliter le travail des back-end. Débrouillez-vous pour que le middle-end raffine ses traductions. Après tout, il n'y a pas besoin d'une représentation intermédiaire. On peut très bien avoir des représentations intermédiaires, et c'est même la meilleure approche. Ils n'ont pas du tout la même représentation intermédiaire. Clang et GCC sont complètement différents de ce point de vue-là. Et en fait, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de compilateurs qui partagent grand-chose. Dans les idées, ils partagent tous les mêmes idées, mais dans les implémentations et dans les structures de données, ils sont tous très différents. Et puis, bon, il ne faut pas taper sur les vieux, c'est mal poli. Mais GCC, il a, je ne sais plus, donc 84, ça nous fait quelque chose comme 30 ans. Il n'a forcément pas les structures aussi juvéniles que celles qu'on peut trouver dans Clang ou LLVM. Même s'ils lui ont fait des prothèses de hanches et tout ça dans GCC, hein, y a quand même des rénovations de certaines structures de données qui font qu'il y a du gros œuvre sur cet individu-là. Mais bon, clairement, quand on est fabriqué longtemps avant, on se prend tous les problèmes que les jeunes n'ont plus à se prendre dans les dents. Et je ne parle pas de vous et de moi, là. Hein. On est d'accord que je parle seulement de GCC et de Clang. Hein. Que les choses soient claires. Donc, vous avez envie d'une représentation intermédiaire qui elle-même soit un tuyau avec ce qu'on appelle du raffinement successif. L'idée du raffinement, c'est un mot assez générique qu'on rencontre assez souvent dans l'informatique pour dire « je suis toujours en train de dire la même chose, mais je rajoute des détails. Je suis de plus en plus précis. J'utilise des concepts de moins en moins abstraits et je suis de plus en plus concret. » C'est ça le raffinement. Votre middle end, il va fonctionner comme ça, par raffinement successif. Tous ces raffinements vont partir. Alors là, il y a dualité sur le point de vue. Tout ce que je vais dire, on peut l'entendre de deux façons différentes, VM ou langage. Commençons par langage. Vous pouvez partir d'un langage intermédiaire de relativement haut niveau et puis commencer à supprimer certains concepts pour arriver vers un langage intermédiaire de plus bas niveau et ainsi de suite. Ou si vous préférez, vous partez d'une machine, vous visez une machine virtuelle qui est d'encore assez haut niveau et progressivement, vous faites de la traduction vers des machines virtuelles qui sont de plus en plus élémentaires. Et ça, vous avez envie de faire beaucoup d'étapes. Pourquoi ? Pourquoi faire plusieurs étapes plutôt qu'une étape ? Pourquoi vouloir faire un raffinement par une succession de raffinements élémentaires, si vous voulez, par opposition à en faire un bien efficace qui fasse tout d'un coup? Redis-le. Donc la grosse traduction sera plus complexe que plusieurs petites. Plus facile à maintenir d'avoir des petits modules, etc. Je trouve que tu tournes autour du mot complexe, là. Je ne sais pas pourquoi tu le rejettes, mais quand tu dis que c'est plus facile à maintenir, moi je le comprends comme c'est moins complexe. Et je suis totalement d'accord avec toi, c'est la bonne raison. La bonne raison, c'est qu'il n'y a pas un informaticien sensé, raisonnable,
qui va cracher sur l'idée de modulariser son travail. On est tout le temps en train de se taper des trucs qui sont trop difficiles à faire pour qu'on se les tape de front, et la seule bonne et universelle approche pour traiter des problèmes compliqués, c'est de les décomposer en problèmes plus simples qu'on compose ensemble. Donc évidemment, ici, je suis tout à fait d'accord avec toi. La bonne raison, c'est que c'est beaucoup plus simple d'avoir plusieurs modules successifs et de pouvoir aussi regarder bêtement où est-ce qu'on en est, de regarder la progression. Même pour débugger, c'est infiniment plus simple de regarder des pelures de langage qui sont retirées les unes après les autres, plutôt que de regarder un truc brutal fait d'un seul coup. Alors, les pelures d'oignon, je voudrais revenir là-dessus. Cette stratégie de partir d'un langage source et d'avoir plein de traductions intermédiaires pour aller vers un langage cible, vous pouvez très bien l'imaginer avec plein de langages intermédiaires très différents. Alors, on verra que certains compilateurs passent par des représentations intermédiaires, voire plusieurs, qui sont très différentes. Mais vous doutez bien que c'est une approche qui est un peu délicate. À chaque fois que vous faites un saut depuis un langage vers un langage très différent, vous avez des problématiques de traduction assez évidentes, quoi. C'est beaucoup plus difficile de quitter une certaine famille de langages pour arriver dans une autre famille de langages, plutôt que de rester dans une seule famille de langages. Et là, on en arrive à l'idée que ces représentations intermédiaires, plutôt que de prendre des langages profondément différents, pourquoi pas plutôt avoir une représentation intermédiaire qui, en son sein, porte un tout petit noyau assez élémentaire, au-dessus duquel vous rajoutez des services, comme par exemple rajouter les boucles for, rajouter les tableaux, rajouter des choses comme ça. Là, l'énorme avantage quand vous faites ça, c'est que cette fois-ci, les étapes de raffinement qui sont les unes après les autres, ça n'est plus de la traduction d'une famille de langage vers une autre famille de langage, mais au sein d'un langage, de retirer un service en le traduisant dans un niveau plus élémentaire du langage. Je donne un exemple bien brutal. Le C++ a commencé sa vie comme étant un traducteur vers le C. Et de ce point de vue-là, le modèle de compilation qu'avait choisi Stroustrup est raisonnable. Il retire la couche orientée objet en la traduisant dans la couche non orientée objet. Évidemment, ça veut dire expliciter ce que c'est que les v-pointers, les v-tables, etc. Mais c'est précisément tout le travail du traducteur. Le traducteur, le compilateur, il est là pour faire cette traduction. D'accord ? Mais là, cette traduction, simplement, elle se faisait au sein du langage. Ce langage, c'est le C++. Progressivement, en retirant les couches, il en arrive à un langage plus élémentaire qui s'appelle le C, et il délègue la fin du travail à son compilateur. Donc, une bonne approche, aujourd'hui, c'est d'avoir une représentation intermédiaire ici, qui permettent d'avoir différents degrés d'abstraction. Quand vous êtes côté front-end, vous avez encore beaucoup de services qui sont offerts par votre langage intermédiaire, et au fur et à mesure que vous raffinez, vous vous interdisez un certain nombre d'instructions dans votre langage, et vous en arrivez à quelque chose de plus élémentaire que vous pouvez enfin traduire vers votre langage cible. Tout le monde me suit ici ? Donc, cette approche d'avoir, on pourrait appeler ça un langage noyau, hein, la représentation intermédiaire terminale, si vous voulez, celle jusqu'au bout. Cette approche d'avoir une représentation intermédiaire noyau et d'avoir des couches de langage autour, bah, c'est aussi des choses que vous pourriez voir dans des langages comme Haskell. Haskell, GHC tout particulièrement, a une approche où vous avez le langage riche Haskell en entrée, et progressivement, vous allez avoir des modules qui vont éliminer certains services du langage pour arriver dans un noyau de plus en plus élémentaire, à la fin quelque chose qui est quasiment du lambda calcul, mais vous êtes resté dans la même famille de langages. Et vous devinez bien quels sont les bénéfices. Hein. Pour les programmeurs, c'est moins de langage à apprendre, c'est moins de syntaxe à découvrir, c'est plus de facilité de débugage, etc. C'est évidemment un vrai plaisir. D'accord ? Alors, j'en viens à ça. On va avoir donc le middle end qui va être toute la partie générique du compilateur. On est indépendant du front-end, on n'est plus encombré par le langage d'où l'on vient. On est indépendant du back-end, on n'est pas encore encombré avec l'assembleur que l'on vise. On va pouvoir faire un travail le plus générique possible. Et bien évidemment, comme c'est la section commune à tous les langages d'entrée et tous les langages sources, vous avez envie d'y mettre le maximum de choses. En particulier, tout ce qui est travail d'optimisation, si vous le mettez dans le middle end, eh ben c'est
gagné pour tous les langages d'entrée et c'est gagné pour tous les langages de sortie. D'accord ? Donc vous avez vraiment envie que votre middle end, qui au départ, si vous avez été naïf, n'existe pas. Quand je dis naïf, je voudrais arrêter un instant là-dessus. Quand vous regardez ça, ça saute aux yeux à tout le monde qu'on ne veut pas ça. C'est évident. C'est évident. Maintenant, il faut savoir qu'un compilateur, quand vous l'écrivez, peut-être aujourd'hui les choses sont un petit peu différentes, mais un compilateur, quand vous l'écriviez, vous n'étiez pas déjà en train de vous dire « alors je vais avoir plein de langages en entrée et plein de langages en sortie ». Donc évidemment, la plupart des compilateurs, ils ont commencé avec une entrée, une sortie, et la nécessité d'avoir une représentation intermédiaire, adéquate au support de différents langages sources et différents langages cibles, cette idée-là, elle ne vient pas nécessairement automatiquement. Donc il y a certains compilateurs qui ont découvert dans la douleur, au moment de devoir cibler d'autres langages sources et d'autres langages cibles, que d'avoir une représentation intermédiaire trop proche du C, trop proche de tel assembleur, ça peut être un problème. Donc c'est pas qu'il y a des gens qui avant nous étaient des idiots, c'est juste que la nécessité pour un compilateur de commencer à avoir plusieurs langages d'entrée et plusieurs langages de sortie, c'est aussi quelque chose qui est apparu progressivement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme autre stratégie pour la Oui. Est-ce que le compilateur... Alors, après, il y a aussi un grand débat de qu'est-ce que c'est qu'une représentation intermédiaire. Personnellement, j'aime pas trop ce mot, je dois avouer. Est-ce que vous voyez comment on devrait appeler cette représentation intermédiaire ? C'est pratique de parler de intermédiaire parce qu'il y a ce mot intermédiaire qui parle bien du middle end quelque part. Mais qu'est-ce que c'est que cette représentation intermédiaire, à votre avis? C'est quoi? C'est une représentation d'un programme. C'est une représentation d'un programme. Comment ça s'appelle une représentation d'un programme? C'est un AST. Honnêtement, c'est un AST. Alors, AST, que les gens rejettent ce mot, je le comprends parce que ça dit Abstract Syntax Tree et la présence de syntaxe ici est un petit peu gênante. Elle donne l'impression qu'on est en train de parler vraiment du parseur. Mais c'est une mauvaise idée, à mon avis, de vouloir absolument attacher le mot AST à parseur. AST, c'est juste une représentation d'un programme sous une forme arborescente. Alors évidemment, sauf quand on en arrive à l'assembleur, où là, l'arborescence a pris une bonne baffe, l'arborescence, on l'a tout le temps. Donc voilà, un AST, c'est profondément une représentation d'un langage. Et de ce point de vue-là, tous les compilateurs, ils vont avoir des représentations intermédiaires pour leur traduction. Et même une représentation intermédiaire sous la forme je veux dire, même si tu vises une VM qui t'offre une pile comme modèle de gestion mémoire, c'est aussi une représentation intermédiaire. Et de ce point de vue-là, un compilateur Java est parfaitement un compilateur comme les autres, avec des représentations intermédiaires. Alors après, est-ce qu'il y en a plusieurs? Là, j'imagine qu'il faudrait aller regarder les différents compilos Java, quelles sont leurs stratégies. Mais il n'empêche que ce qu'ils livrent à la fin, qu'on a tous l'habitude d'appeler du bytecode, c'est une représentation intermédiaire. C'est un programme pour un langage intermédiaire, et ce programme, ce langage de programmation, c'est le langage de la JVM. Alors, donc je disais, qu'est-ce qu'il y a comme différentes stratégies? Les stratégies langage intermédiaire, par exemple SmartFL ou GHC, bon, le terme n'est pas universel, mais on va l'expliquer. Ici, c'est l'idée de je reste dans le même langage, mais je désucre progressivement, un petit peu comme CPP Front, le compilateur C++ initial. Il reste au sein du même langage, mais il retire l'orienté objet. Dans SmartFL, si vous regardez comment le compilateur est fait, il fonctionne avec les mêmes idées. Pareil pour GHC, on vient d'en parler. Ensuite, vous avez toute la famille des langages qui ont pris la décision de ne pas compiler jusqu'à l'assembleur, mais de s'arrêter sur une représentation intermédiaire plutôt de bas niveau et de laisser ensuite le travail à faire à la JVM. C'est les gens comme Java ou comme .NET. Vous avez des compilateurs qui supportent les deux. GCJ, le compilateur Java de GCC, il produit du bytecode, mais
Comme il habite GCC, ce serait dommage de se priver de pouvoir produire aussi du code natif. Vous avez aussi la possibilité de viser, je veux dire, il y a quelque chose qu'il faudrait que vous compreniez, qui est que on a toujours besoin de recherche dans le domaine de la compilation. On en a besoin. On en a besoin parce que les langages de programmation qu'on a aujourd'hui sont évidemment bien supérieurs à ceux que je vous ai présentés encore récemment d'un point de vue historique, mais on ne peut pas considérer qu'on ait atteint la fin de la chaîne. Il y a encore des choses à découvrir. Et ça nécessite des langages qui soient plus puissants, mais personne n'a non plus envie d'avoir un langage merveilleux qui se compile de façon épouvantable en produisant du code très lent et très consommateur de ressources. Donc évidemment, si on veut pouvoir progresser du côté des langages de programmation, il faut qu'on puisse progresser du côté des compilateurs. Et un compilateur, c'est déjà devenu aujourd'hui absolument un monstre. C'est probablement dans les programmes les plus complexes qu'on ait écrits. Ce sont des choses énormes. Comment voulez-vous qu'un chercheur dans son coin puisse faire des expérimentations sans déjà se rattacher à un compilateur existant? Ce n'est pas possible. Et il y a des gens qui travaillent vraiment sur des optimisations, les optimisations polyédriques par exemple. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? L'idée est assez simple, hein. C'est imaginer des boucles for imbriquées. For i, for j, for k, for l, for m. Dans certains contextes, on a besoin parfois de faire des imbrications comme ça qui sont très profondes. Et si vous faites for i et ensuite for j, et que j a des bornes qui dépendent de i, et ensuite vous faites for k avec des bornes qui dépendent de i et j, ben là vous êtes en fait en train de définir quelque part dans un espace à plusieurs dimensions, la dimension de i, la dimension de j, la dimension de k, vous êtes en train de définir un polyèdre et vous dites je veux itérer là-dedans. Et ben peut-être que votre boucle for i, j, k, ce n'est pas la bonne approche, et il valait mieux travailler sur for j, k, i ou quelque chose comme ça. Et les optimisations polyédriques, c'est d'essayer de réfléchir, de regarder quelle est la structure de vos boucles for pour essayer de les réordonner, pour essayer d'avoir des itérations plus performantes. Sachant que parfois, les itérations plus performantes, ça veut dire essayer de privilégier la localité, essayer de ne pas faire des bonds en mémoire quand on est en train d'itérer, mais d'essayer d'avoir des choses. Problème compliqué, ça. Ben, les gens qui travaillent là-dessus, ils sont obligés de trouver un compilateur hôte. Ils sont obligés de trouver un compilateur dans lequel ils puissent faire ces expérimentations. Et ils ne peuvent pas prendre un truc comme TCC. Ils ne peuvent pas prendre le TinyC compiler qui est trop petit. Il faut des choses qui soient déjà étoffées de façon à pouvoir faire des benches qui aient du sens. Donc, ils sont obligés d'aller habiter des choses comme GCC. Voilà. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que le fait d'avoir une architecture de compilateur qui soit la plus modulaire possible, c'est aussi ce qui va vous permettre de donner un petit peu d'oxygène à l'expérimentation de nouvelles fonctionnalités ou peut-être de nouvelles passes d'optimisation dans un compilateur. De ce point de vue-là, Clang est évidemment excellent. Clang, dès son départ, c'est-à-dire avant même que ce soit un compilateur complètement oubliez Clang, je veux dire LLVM. LLVM, bien avant l'existence de Clang, LLVM, dès son départ, avait déjà investi énormément de travail dans son infrastructure au point que, quand dans une compilation, vous produisiez du code incorrect, quand dans une compilation, il y avait un résultat qui était incorrect et que ça passait par un certain nombre de modules d'optimisation, de transformation de ceci, cela, LLVM offrait la possibilité d'auto-diagnostic. C'est-à-dire que le compilateur se relançait en retirant quelques modules, en essayant d'aboutir à la chaîne de compilation minimum qui aboutissait à l'échec. Donc, vous voyez, si vous faites l'effort de vraiment vous dire qu'un compilateur est une infrastructure de compilation dans laquelle on doit poser des modules, vous allez découvrir la grande importance de votre système de modules et de la composabilité de ces différents modules. C'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est comme ça que vous pouvez être ouvert à de nouvelles expérimentations, à des extensions de langage, etc., etc. Où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je voulais en venir au fait qu'une autre stratégie pour les gens qui veulent expérimenter de nouveaux compilateurs, c'est de se dire « mais c'est vraiment trop coûteux pour moi que de viser l'assembleur, c'est pas possible, c'est trop coûteux ». La réponse, je vous l'ai déjà donnée. Hein. Si vous ne voulez pas viser l'assembleur, il faut viser le C.
c'est pas mal. Vous avez un gros avantage, c'est que le C est omniprésent, vous avez des compiles au C partout, donc de ce point de vue-là, vous avez gagné. Mais quelque part, vous n'avez pas tout gagné. Le C a des très mauvaises propriétés pour certains langages. Je vous donne un exemple qui est tout à fait qui est bien connu. Un exemple qui est bien connu, c'est que les langages, quand on programme dans les langages fonctionnels, il y a une stratégie de programmation qui est utilisée énormément par opposition au langage impératif, ce sont les appels récursifs. Quand on fait de la programmation fonctionnelle, on ne fait pas des boucles, on fait des appels récursifs. D'accord ? Et des appels récursifs, vous le savez bien, même si c'est aujourd'hui qu'on va en parler plus en détail, ce n'est pas à des épithéens que je vais faire découvrir ça. Des appels récursifs, c'est on est en train de faire grandir la pile d'appels dans votre langage, dans la mémoire du programme qui est en train de tourner. Et si vous faites des appels profondément récursifs, qu'est-ce qui se passe? SIG-stack ou Stack Overflow, pour ceux qui se baladent un peu sur l'Internet. Si vous faites des appels profondément récursifs en C, ça va péter. Si vous faites les mêmes appels récursifs dans un langage comme Lisp, comme Haskell, comme Camel, ça ne va pas péter. Et même. Pourquoi? Ils font des optimisations sur les appels récursifs, mais lesquels? Voilà, c'est les récursions terminales, typiquement. Qu'est-ce qu'on appelle une récursion terminale? Vous avez une certaine fonction. La dernière chose qu'elle ait à faire, c'est d'appeler une autre fonction. C'est la dernière chose qu'elle a à faire. D'accord? Vous avez une fonction qui en appelle une autre. Si c'était la dernière chose qu'elle a à faire, plutôt que d'empiler à nouveau le frame, le bloc d'activation pour la prochaine fonction à appeler, ça aurait été beaucoup plus intelligent. Pour simplifier, imaginez que ce soit une fonction qui s'appelle elle-même. On va faire simple. Donc vous avez la fonction qui est ici, elle se rappelle elle-même, mais c'est la dernière chose qu'elle ait à faire. Elle fait return d'un appel récursif. Ben, plutôt que de s'appeler récursivement comme ça et de s'empiler, autant qu'elle reste en place. Autant qu'elle reste en place. Là, vous avez deux bénéfices. Il y en a un qui, mine de rien, c'est toujours bon à prendre, c'est qu'au moins le retour, ça va être beaucoup plus rapide. Hein. Il y a moins de travail à faire pour l'allocation et la désallocation. On n'est pas obligé de tout remonter. Mais c'est presque anecdotique à côté du fait que, surtout maintenant, on va arrêter de péter la pile inutilement. Ça, c'est le cas vraiment facile. Ma récursion est terminale. Après, il y a des techniques qui permettent de transformer des récursions non terminales en des récursions terminales. Les langages de programmation fonctionnels reposent tellement sur un style de programmation récursif qu'il ne faut surtout pas que la machine fasse ses récursions, sinon on va péter la pile d'appels récursifs. Et donc ça nécessite un certain nombre de techniques, et ces techniques, comme ça n'a pas de sens dans le C, elles ne sont pas implémentées par les compiles au C. Donc si vous êtes en train de faire un langage fonctionnel et que vous visez le C, ça ne va pas bien se passer pour vous. Ça ne va pas bien se passer pour vous parce que des programmes normaux, avec des récursions, tout ce qu'il y a de plus normal pour un style de programmation fonctionnelle, vont terminer par des SIG-stacks une fois compilés dans le compilateur C. Bref, le C est un bon langage cible parce qu'il est omniprésent. Le C est un mauvais langage cible parce qu'il n'a jamais été ingénieré pour être un langage cible. Il se trouve que juste il est omniprésent, donc on s'en sert, mais il n'a aucune bonne vertu pour ça. Par conséquent, il y a des gens qui ont essayé de réfléchir à des C améliorés, si vous voulez, qui ne sont certainement pas faits pour qu'il y ait des gens qui programment dans ce langage, mais pour que les compilateurs puissent viser ce langage. Et ensuite, ce langage, il se débrouille ensuite pour se traduire comme il faut en C et récupérer la portabilité dont on a besoin. Un exemple, c'est C++. Comme son nom l'indique, c'est du C simplifié. Ce n'est pas du C dans lequel vous êtes supposé programmer, c'est du C que vous êtes supposé viser par vos compilateurs. D'accord ? Donc il y a d'autres réponses. On a besoin de pouvoir faire des expérimentations, on a besoin de pouvoir faire confortablement des langages, il faut chercher des réponses modulaires. Et une façon de proposer cette approche modulaire, c'est de proposer des langages cibles de haut niveau. Quelque part, LLVM, c'est ça aussi. Hein. Quelque part, LLVM a l'ambition d'être un langage vers lequel vous traduisez, et puis lui, il se débrouille
pour faire la fin de la traduction. Dans les autres, bah, tiens, puisqu'on parle du loup, LLVM, son approche, encore une fois, à la naissance de GCC, personne ne pouvait anticiper cette idée, ou en tout cas, il aurait été absolument génial. Une idée clé dans LLVM, c'est de se dire « je ne vais pas faire un programme. Je ne vais pas faire un programme, je vais faire une bibliothèque de compilation. » Et là, ça change tout. Évidemment, au-dessus d'une bibliothèque de compilation, c'est facile de faire un compilateur. Donc, vous ne vous êtes pas interdit de faire le compilateur. Il suffit juste de faire un front-end. Mais là où ça change tout, c'est que, bon, déjà, vous avez réfléchi à avoir des API qui soient exportables. Si vous êtes en train de faire votre propre compilateur, quelque part, vous vous dites, bon, la merdouille, c'est pour nous, c'est en interne, c'est notre produit, c'est pas super, on le sait, mais on le comprend bien et on sait s'en servir. Bon. Si vous dites « je suis une bibliothèque », ça vous oblige à être beaucoup plus scrupuleux quant à la définition de vos structures de données, à leur documentation, etc. Et de ce point de vue-là, certainement, ça doit vous amener à des contraintes qui vous poussent à produire des choses plus simples, plus élémentaires, plus intelligibles. Donc même sans compter le fait que c'est un bénéfice pour le reste du monde, et on va en parler après, c'est aussi un bénéfice à l'intérieur parce que ça vous oblige à aller vers des choses plus saines. Mais surtout, l'énorme avantage, c'est que cette fois-ci, vous exportez au reste du monde une interface de compilateur via des bibliothèques. Et là, tout devient possible. Si vous avez envie de faire un JIT, vous avez votre petit langage de programmation, vous trouvez qu'il est vraiment bien, et vous en avez fait une expérimentation avec un interpréteur, votre langage il vous plaît, mais le fait que ce soit un interpréteur à la fin, ça vous donne des performances épouvantables. De quoi vous avez envie? Pour continuer à offrir à l'utilisateur une boucle REPL, Didier, il a dû vous en parler, REPL, Read, Eval, Print, Loop. Donc c'est quand même ce qui fait le confort d'un langage comme Python et tous ces langages interactifs, ou même Camel, c'est cette capacité qu'on a à interagir avec le langage. Mais pour interagir avec le langage, et si vous voulez que ce soit un langage compilé, pas seulement interprété, ça nécessite que votre interpréteur, ou plutôt votre shell, à chaque fois que vous lui tapez quelque chose, il ait la possibilité de le compiler. Et c'est là où vous avez envie d'appeler une bibliothèque qui fait de la compilation. Je vous donne un autre exemple. Imaginez que vous fassiez du C++ et que vous ayez des templates. Et qu'il y a un moment où votre utilisateur, vous êtes en interaction avec l'utilisateur, vous lui offrez un service de liste, parce que vous trouvez que std vector c'est super, et puis l'utilisateur il dit, bon, à partir de maintenant, je vais faire une liste avec des doubles. Ouais, mais si vous aviez compilé votre interpréteur avec seulement std vector de int et de float, maintenant qu'il veut faire des doubles, vous faites quoi? Et vous lui dites, bah, on va arrêter la session maintenant, je vais me recompiler, je vais rajouter du code, ou s'il te plaît, cher utilisateur, tu me rajoutes un DS-define pour que j'instancie le cas des doubles, et après tu me relances. Super, l'interaction que vous avez est épouvantable. Si vous avez embarqué un module de compilation C++ dans votre application, c'est pas difficile de dire à LLVM, et maintenant tu m'instancies avec std vector pour ceci et cela, et puis vous lancez votre chaîne de compilation. Bon, j'ai dit c'est pas compliqué, j'exagère. Disons que c'est infiniment moins compliqué que toutes les autres approches. Mais vous voyez, si vous avez une approche où vous offrez aux utilisateurs la possibilité d'utiliser des composants d'un compilateur, bah, il va y avoir des utilisations auxquelles vous ne pouviez pas penser auparavant, et c'est tout l'intérêt des bibliothèques. C'est de faire en sorte que bah, voilà, vous donnez les clés aux autres, et c'est les autres qui vont voir s'il y a des idées nouvelles à avoir. Bon, un petit peu de publicité. Vous avez aussi l'approche de faire une machine virtuelle, c'est quelque chose de terriblement compliqué. C'est vraiment compliqué. Si vous voulez une machine virtuelle qui ne soit pas ridicule. S'il s'agit juste de faire un petit interprète sans ambition, ça va, on peut le faire. Mais si vous voulez quelque chose qui soit vraiment compétitif, c'est terriblement difficile. En particulier, il y a un point, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais je ne sais pas si vous mesurez la difficulté de cet exercice, c'est pratiquement toutes les VM doivent vous fournir ce service. Le GC, le Garbage Collector. Le Garbage Collector, faire un Garbage Collector qui soit efficace, c'est quelque chose de très, très difficile.
particulier si vous visez une machine sur laquelle on peut avoir plusieurs threads, etc. Là, vous avez de grandes difficultés. Bon, une idée, ça va être plutôt que d'essayer de fabriquer à chaque fois la machine virtuelle dont j'ai besoin pour faire mon expérimentation sur telle ou telle fonctionnalité dans les VM, quand même des confs qui sont consacrés à les nouvelles approches dans les machines virtuelles. Hein. Il y a beaucoup d'argent et beaucoup de recherche qui est fait sur essayer d'avoir des VM les plus rapides possibles. Et qui a regardé les résultats absolument bluffants qu'on peut avoir avec les JVM ou même toutes les VM d'aujourd'hui comparées à il y a quelques années, c'est époustouflant ce qu'elles arrivent à faire. Ça nécessite de pouvoir aussi développer de la recherche sur les VM. Et plutôt que d'avoir à en écrire une à chaque fois, vous avez envie d'utiliser des choses comme VMKit qui vous permettent d'assembler, qui vous offrent une approche modulaire à la conception de VM en utilisant des composants déjà on the shelf. Puis après, vous avez des trucs marrants. Encore une fois, si vous donnez les clés à l'utilisateur, il peut faire plein de choses. Dans LLVM, vous avez la possibilité, autour du monde LLVM, vous avez des traducteurs vers JavaScript. Sachant que LLVM est un langage intermédiaire, ça veut dire que tous les langages qui sont déjà traduits vers LLVM peuvent être traduits vers JavaScript. Donc vous pouvez faire de la programmation en navigateur en utilisant du C ou du C++. Vous savez sûrement aussi que ça existe même pour l'assembleur. Vous pouvez tourner, je ne sais plus si c'est Quake ou j'ai oublié enfin, il y a des jeux, d'anciens jeux qui tournent aujourd'hui en assembleur, en JavaScript, simplement en émulant le microprocesseur qui est le 386 de l'époque. Voilà. Bon, dans tout ça, les représentations intermédiaires sont fondamentales. Les représentations intermédiaires, parlons-en. Une représentation intermédiaire est un modèle sincère, un modèle exact du programme source. Évidemment, hein, si vous avez perdu des choses, ça va être difficile de le compiler correctement. C'est quelque chose qui est écrit dans un langage abstrait, le langage intermédiaire. Potentiellement, il aurait une syntaxe concrète, une syntaxe qui permette de regarder votre représentation intermédiaire sous la forme d'un programme et non pas sous une forme d'arborescence affichée je ne sais comment. Et puis aussi, tout simplement, si vous avez une syntaxe concrète, ça va aussi vous permettre d'attaquer directement le module en étant indépendant des langages sources. Vous savez, quand vous avez un certain module ici qui est consacré à la représentation intermédiaire, et vous voulez étudier certains phénomènes sur cette représentation intermédiaire, vous voulez regarder comment se comporte votre module dans telle ou telle et telle condition. Parfois, c'est extrêmement difficile d'imaginer quel est le programme C, si vous voulez, qui, après toutes les traductions qui sont dans le front-end, vont permettre d'exercer cette partie difficile de votre module qui est au milieu. Ça peut être très difficile de trouver les bonnes conditions depuis loin en entrée pour attaquer les différents chemins d'exécution du module central. Et là, ce que je suis en train de dire est complètement indépendant finalement de la compilation, c'est un problème général. Donc vous avez envie de faire ici du unit testing, vous avez envie d'écrire des tests qui soient les plus unitaires possibles. Mais quand vous êtes en train de travailler sur un module qui travaille sur un langage, c'est tellement agréable de pouvoir écrire vos tests unitaires en utilisant une syntaxe concrète, par opposition à essayer de fabriquer les AST, enfin les représentations intermédiaires à la main, que ça vaut le coup. Ça vaut le coup d'essayer d'investir dans un front-end local, un petit parseur, directement pour attaquer votre module. Et puis si vous avez une représentation, si vous pouvez afficher aussi, si vous pouvez pretty-printer votre représentation intermédiaire, ça va peut-être aussi vous permettre de tester cette représentation intermédiaire indépendamment du reste de votre compilateur, si vous aviez une VM qui vous permet de tester cette représentation intermédiaire. Ce que je viens de raconter, c'est exactement le cas que vous avez avec Tiger. Dans Tiger, on a 4 points où vous pouvez exécuter votre code. Exécuter, tout est relatif. Si vous avez un compilateur de référence, évidemment, vous pouvez regarder le langage source et ce que vous avez fait avec votre Pretty Printer. Ça, c'est déjà un premier point. Regardez le parseur et le Pretty Printer et s'assurer qu'on est encore équivalent au langage source. Puis après, vous allez avoir la représentation intermédiaire dont on est en train de parler. Il se trouve que vous avez une VM à votre disposition à qui vous pouvez donner cette sortie-là et vous assurer que vous êtes toujours compatible. On va raffiner et à la sortie, vous pourrez à nouveau demander à une machine virtuelle de tester votre code. Là, on en est à 3 et en fait, c'est 5 pas 4. Quand vous ferez la traduction vers l'assembleur, il y aura un préassembleur. Et là encore, on aura un interpréteur qui va nous permettre de tester le préassembleur. Et à la fin, évidemment, l'assembleur final. Donc, vous voyez, c'est vraiment précieux d'avoir ces différents endroits où vous avez des sorties et vous pouvez utiliser d'autres outils
pour vous assurer de la cohérence de ce que vous êtes en train de faire. Cette représentation intermédiaire, bon, elle peut à terme être compilée ou interprétée. Hein. Dans le cas d'HAVM, par exemple, celle qu'on va utiliser dans Tiger, elle est compilée, interprétée, excusez-moi. Et puis, il peut y avoir différents niveaux de langage. GCC, par exemple, il a un langage qui est vraiment très proche du C. Quel type de langage? Puisque c'est un langage, cette représentation intermédiaire, on va utiliser quel type de langage? Alors, grosse surprise, si votre langage fonctionnel, vous allez typiquement utiliser un langage intermédiaire fonctionnel. Personne ne l'avait vu venir. En revanche, si vous avez un langage impératif, bah, là, vous avez deux grandes voies entre un langage à pile et un langage à registre. Alors, si registre est un terme un petit peu abusif, mais c'est quand même le nom qui lui est donné, mais un langage à variable, si vous voulez, par opposition à un langage à pile. Alors, et quel niveau pour mon langage intermédiaire? Ça sont des choses dont on a déjà parlé. Hein. Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on va garder les tableaux? Est-ce qu'on va garder A crochet I crochet J comme une expression, ou on va déjà le désucrer en quelque chose de plus élémentaire? Si vous gardez vos expressions tableaux, ça va vous permettre de faire un meilleur travail sur les dépendances autour des données qui sont dans le tableau, justement. En revanche, si vous désucrez, si vous avez A crochet I crochet J, vous savez bien que pour faire A crochet I crochet J, il va falloir faire de l'arithmétique. A plus I fois quelque chose, plus J fois quelque chose, plus J. Enfin, il va y avoir une expression arithmétique qui va mélanger l'adresse de A, la valeur de I, la valeur de J et les différentes dimensions de votre tableau. Cette expression arithmétique, c'est de l'arithmétique. Et le compilateur, il rêve de regarder vos expressions arithmétiques pour voir s'il y a des parties communes et les factoriser de façon à éviter de répéter sans arrêt le même calcul. Donc si vous avez un compilateur qui est déjà en mesure de faire du bon travail sur les expressions arithmétiques, ce serait idiot de lui interdire de pouvoir travailler sur les expressions arithmétiques qui permettent de déréférencer dans des tableaux. Donc voilà, on a envie des deux. Pour certaines analyses, on a envie d'avoir une représentation intermédiaire qui va garder le haut niveau d'expressivité que peuvent être les tableaux. Et pour d'autres types d'accès, pour d'autres types d'optimisation, il faut absolument les exposer de façon à ce que les autres optimisations puissent intervenir sur ces expressions. Bon, évidemment, vous aurez compris, hein, dans cette situation-là, c'est exactement le genre d'endroit où vous allez d'abord garder les expressions de tableau pour faire toutes les optimisations dont vous avez besoin à cette échelle-là. Et puis ensuite, plus tard, vous allez désucrer vers des expressions plus élémentaires et enclencher vers les optimisations correspondantes. Est-ce qu'on garde les boucles? Gardez les boucles quand vous voulez regarder quels sont les invariants et en particulier pour regarder si vous pouvez. Ici, il y a un appel qui a l'air constant. En plein milieu de la boucle, l'utilisateur il appelle répétitivement une opération. On a vachement envie de la sortir. Mais voilà, c'est quand même mieux de savoir où sont les boucles pour pouvoir faire du travail comme ça. Alors, est-ce qu'on les garde ou on ne les garde pas? Encore une fois, ça va être une histoire de désucrage. Et puis, il y a autre chose qui est très important, c'est est-ce que je cherche à rester déjà complètement indépendant de la machine cible ou pas? Aujourd'hui, la bonne réponse, c'est que oui, vous cherchez absolument à être le plus indépendant possible. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et en particulier, parfois, on voyait apparaître déjà le nom de certains registres. Alors, Steven Mushnick, c'est un des très grands experts de la compilation aujourd'hui. Alors, je ne parle pas de très grand, c'est pas un expert au sens de il a travaillé sur ML et il a écrit beaucoup de papiers théoriques, etc. Non, c'est vraiment quelqu'un qui a travaillé sur les compilateurs les plus. Il a travaillé chez Sun sur les compilateurs Sun, qui sont des compilateurs qui sont extrêmement performants. Il se trouve que l'histoire de Sun, c'est pas trop bien terminé, mais il n'empêche qu'ils avaient des produits, en particulier des compilateurs particulièrement bien faits. Et il a écrit un bouquin qui doit faire à peu près cette épaisseur-là sur l'optimisation. C'est même pas la théorie, hein, c'est juste l'optimisation dans les compilateurs. Et lui, dans son bouquin, il écrit ça. La conception d'un langage intermédiaire est largement un art et pas une science. Autrement dit, il faut de l'expérience, il faut en avoir bavé, il n'y a rien de... En tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas une théorie qui permette de dire voilà, ça c'est une bonne représentation intermédiaire ou pas. Tiré de son bouquin, 3 petits exemples qui permettent de bien comprendre de quoi on parle ici en matière de représentation intermédiaire.
prenez ce petit morceau de C. J'ai un tableau à 2 dimensions de flottant, et puis je vais accéder à une certaine cellule de ce tableau. Bah, votre représentation intermédiaire, ma foi, si elle a gardé le concept de tableau, elle va le garder sous cette forme-là. D'accord? Avec le fait que les représentations intermédiaires, quand vous avez des calculs qui sont faits là, elles vont toujours chercher à stocker le résultat du calcul dans une temporaire. Et ben voilà, on commence à voir apparaître les temporaires, on en verra de plus en plus. Les temporaires servent, comme leur nom l'indique, hein, à garder les résultats de calcul intermédiaires avant d'être utilisés plus tard. Dans un deuxième niveau, eh ben ici, je vous laisse lire après tout. C'est lisible normalement. C'est bon pour tout le monde? Bah, ici, on voit apparaître le calcul. Hein. On va chercher à j plus 2, donc il me faut j plus 2. Et ça, c'est dans la deuxième dimension. La première dimension sur i, i il fait... la première dimension, c'est une taille de 20, donc il faut que je saute i fois 20 float. Donc je fais mon i fois 20, j'en fais la somme. Il se trouve que ce sont des floats, donc ils font une taille 4. Donc voilà, dans T4, on a l'offset par rapport à A. Donc je récupère l'adresse de A, je fais la somme entre A et son offset, et enfin je peux déréférencer, ça y est, je suis allé chercher le résultat. C'est exactement la même chose. Troisième niveau. Troisième niveau, là, on est vraiment proche de l'assembleur. On n'en est vraiment plus très loin. On a des instructions avec des crochets ici qui disent aller chercher à l'adresse ce qui est entre les crochets. Donc ici, on va chercher à frame pointer moins 4 et on fait plus 2. Très manifestement, la variable j a été posée sur la pile. Elle a un slot qui lui est réservé sur la pile à frame pointer moins 4. Donc on récupère j, on ajoute 2, on récupère i, on le multiplie par 20, on en fait la somme, on en fait le produit par la taille d'un float, et ensuite a, a manifestement, il habite à frame pointer moins 216. Je vais chercher, je récupère l'adresse, hein, je calcule dans R7, j'ai l'adresse de A, et ici, je déréférence entre A et son offset. D'accord ? GCC, bon, mon image est épouvantable en même temps, on ne va pas trop rentrer dans les détails non plus, mais voilà un exemple de, un bird view de GCC. Vous avez tous vos front-end qui sont là-haut, avec des passes des passes de traduction vers leur premier langage de représentation intermédiaire qui s'appelle, alors je ne sais pas si on dit generic ou generic, il me semble que c'est generic, mais je ne suis pas sûr. Et ensuite, ça va dans un Gimplifier qui traduit dans un deuxième niveau de langage qui s'appelle Gimple. Et puis ensuite, une autre représentation intermédiaire en control flow graph. Puis ensuite, d'autres représentations intermédiaires qui s'appellent, une qui est très connue et très utilisée qui s'appelle SSA, Single Static Assignment. La représentation SSA interdit la mise à jour de variables. Donc à chaque fois que vous introduisez une variable, c'est int x égale 1, point final. Il n'y a pas d'update de x. D'accord ? Donc il transforme votre programme en rajoutant des variables intermédiaires et des fonctions un peu magiques qui sont là pour essayer comment dire. Quand dans votre programme, il y a vraiment des mises à jour de variables, il va bien falloir qu'il trouve une stratégie pour rendre compte de ça. Donc il y a des stratégies, il y a des choses qui sont faites pour ça. Mais donc c'est un type de représentation intermédiaire dont la vertu, vous l'aurez bien compris, Single Static Assignment. Sa vertu, c'est que c'est une représentation qui nous permet de nous débarrasser de quelque chose qui nous emmerde considérablement dans un compilateur, les effets de bord. Si vous voulez, ça vous ramène à quelque chose de plus fonctionnel.
Et on le sait bien, sur les langages fonctionnels, sur les programmes fonctionnels, on peut faire beaucoup plus d'optimisation. Après avoir fait ça, on détransforme en SSA. On va encore vers une représentation intermédiaire, Register Transfer Language, et enfin on part dans le back-end. Donc vous voyez, un vrai compilateur, il y a quand même beaucoup de représentations intermédiaires, dont certaines, comme SSA, qui n'ont aucune raison d'être autre que elles sont très bonnes pour pouvoir faire des optimisations. D'accord? Donc là, quand je vous parle de Tiger, on va faire une représentation intermédiaire extrêmement simple où on va juste raffiner progressivement. Mais sachez que dans les cas les plus avancés, les vrais compilateurs n'hésitent pas à complètement changer la représentation de leur programme pour pouvoir faire apparaître des propriétés que certaines représentations exhibent alors que d'autres, on ne peut pas les mesurer. Traduction orientée pile. Un petit peu de Java, ça ne va pas vous faire de mal. Alors attends, je ne suis pas sûr d'avoir compris ta question. Est-ce qu'en gros, le fait de passer par justement ce genre de langage intermédiaire, ça permet à des langages de proposer certaines fonctionnalités que s'ils ne proposaient pas ce langage intermédiaire, ils ne pourraient pas faire ça? Alors, j'ai l'impression que ta question, c'est est-ce qu'on s'autorise dans certains langages de programmation des choses que parce qu'on arrive à les traduire au milieu? Ouais. Oui, bah oui. C'est déjà arrivé qu'on cherche à définir des langages de programmation avant de les implémenter et qu'après on découvre des galères monumentales. Même Algol. Hein. Algol, ils ont été les premiers à avoir les fonctions intérieures et c'est eux qui ont découvert que ce n'était pas complètement trivial d'avoir accès aux variables qui étaient dans la fonction englobante. Donc il a fallu qu'ils inventent des méthodes, des techniques de compilation pour pouvoir faire ça. Et ils y sont arrivés. Sauf que ça leur a pris des années et ça a mis le langage en retard par rapport à son époque. C++, c'est pareil. Hein. Avec les templates façon C++ 98, les compilateurs ont eu vraiment de mal à arriver à niveau. Et en plus, ils ont aussi découvert qu'il y avait des choses qui n'étaient pas implémentables. C'est comme ça que typename, par exemple, le mot-clé typename, c'est comme ça qu'il est apparu. Il n'était pas prévu au départ. Hein. Il n'y avait pas typename dans le langage. Mais on a découvert que quand je suis en train de parser, il y a certaines phrases sur lesquelles c'est impossible de deviner si ce qui suit est un type ou une variable. Et du coup, on dit à l'utilisateur, je ne sais pas, tu veux pas mettre typename devant pour m'éclairer là? C'est pour ça qu'il y a typename. C'est juste parce que le compilateur, sinon, il n'y arrive pas, quoi. Donc, il y a des fois où on découvre ça. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que... tout le monde sait que ton langage il doit être implémentable au bout d'un moment. Donc, il y a peut-être des inventions qui sont faites dans certains langages de programmation qui ne sont pas traduisibles, mais ça m'étonnerait que tu entendes parler de ces langages de programmation. Donc, c'est peut-être une forme de réponse aussi à ta question. Je ne suis pas sûr de comprendre parfaitement ta question, mais c'est sûr que, par exemple, il y a des instants où il y a une idée merveilleuse qui change les langages de programmation parce qu'on sait enfin les implémenter. Et c'était peut-être ça ta question. Et un moment clé, c'est quand on s'est dit, si je fais une pile, je peux faire la récursion. Et ça, c'est un moment. C'est un moment où on se dit, ah tiens, il y a quelque chose qu'on est capable de mettre dans un langage source parce que je sais le traduire. Il y a effectivement certaines fonctionnalités dans les langages sources qui n'apparaissent que parce qu'on a enfin la technologie pour pouvoir les faire. Effectivement. Et je crois que c'était ça ta question finalement. Oui, c'est arrivé, bien sûr. Donc, un peu de Java. Bienvenue. Alors, j'ai une pauvre fonction, PGCD, qui prend un A, qui prend un B, et puis qui nous fait le clit des familles. Hein, c'est tant que A n'est pas au revoir, tant que A est différent de B, si c'est A le plus grand, on retire le petit, et ainsi de suite. Et quand les deux sont égaux, on retourne le dernier. D'accord? Bon. Voilà ce que ça donne si vous attaquiez GCJ. Je n'ai pas tout à fait mis à jour mes transparents. GCJ 3.3, vous sentez la naphtaline, là, je ressors des transparents qui ne sont pas tout à fait récents, mais c'est pas grave.
qu'est-ce qu'on voit? Iload 0, iload 1. On est en train de récupérer les deux arguments rentrants de ma fonction. D'accord? On les récupère et on les pose sur la pile. Et ensuite, c'est du force, c'est du PostScript, c'est du RPN, c'est du Hewlett-Packard. C'est un langage à pile. Vous posez les arguments sur la pile et ensuite vous appelez votre opérateur et votre opérateur va récupérer 1, 2, 3, un certain nombre d'arguments qui sont sur la pile en fonction de ce qu'il est en train de faire. Ici, on a un opérateur de comparaison égale. D'accord? Donc, il va récupérer évidemment les deux individus, les deux premiers qu'on a posés sur la pile, à savoir A et B. Et si jamais ils sont égaux, on saute en 24. Et l'instruction 24, qu'est-ce qu'elle fait? Elle récupère A et elle return. Bon, c'est pas très difficile. Quand A est égal à B, je ne rentre pas dans la boucle, je saute directement ici, et ici c'est return de A. Ce que je dois faire, c'est poser A sur la pile et faire return. D'accord? Ensuite, vous pouvez regarder, hein, c'est pas très difficile. Je récupère A et B. Est-ce que c'est less ou equal? Si c'est less ou equal, je saute en 17. En 17, je prends B et A, je soustrais et je stocke dans B. Et ensuite, je retourne dans ma boucle. Donc, clairement, quand A est inférieur ou égal à B, je saute en 17. Quand A est inférieur ou égal à B, c'est-à-dire quand je suis ici, je saute en 17 dans lequel je fais la mise à jour de B moins A. D'accord? Bon. Voilà à quoi ça ressemble du bytecode Java. Les avantages d'une représentation à pile, c'est que c'est vraiment facile de traduire tout ce qui est expression, tout ce qui est expression arithmétique, appel de fonction, etc. C'est trivial. Il s'agit de faire quoi? Imaginez que je vous donne une expression 1 plus 2 fois 3, etc. et que je vous demande de me la traduire en un programme pour une machine à pile. Qu'est-ce que vous faites? Je vous demande de le traduire en notation polonaise inversée. Inverse. Comment vous faites ça? Je vous donne un magnifique AST, bien parsé, avec 1 plus 2 fois 3 et un peu plus de détails. Comment est-ce que vous me le transformez en un programme pour une machine à pile? On va commencer facile. Comment vous me transformez 1 plus 2? La réponse de 1 plus 2 en programme à pile, c'est 1, 2 et plus. Vous ne voyez pas ce qu'il faut faire? C'est un parcours suffixe ou postfixe. C'est vous parcourez votre arbre en commençant par descendre, enfin vous ne faites rien en descente, vous traversez les nœuds, mais c'est une fois que vous remontez un nœud que vous affichez son opération. Et voilà comment votre 1 plus 2 fois 3, il devient 1, 2, 3 fois plus. C'est un pauvre parcours tout bête. Et ça, voilà, ça fait que les traductions sont simples, les traducteurs sont vraiment faciles à faire, à condition que vous sachiez implémenter une pile, mais enfin a priori vous ne seriez pas ici si vous ne saviez pas le faire. Il n'y a absolument aucune pression sur les registres. Il n'y a pas à s'embêter à savoir qui je vais mettre en registre ou qui je ne vais pas mettre en registre. Juste vous servez des piles. Donc c'est complètement facile de ce point de vue-là. Et puis ça amène souvent à des représentations qui sont compactes. Bon, ça c'était les avantages. Côté des avantages, ça ne marche pas trop bien avec les architectures du jour. Autrefois, il y avait des microprocesseurs avec des instructions dédiées à la gestion des piles. C'était super. Bon, on a découvert que ça voulait dire aussi que le microprocesseur était un peu compliqué et que on a préféré prendre un autre modèle. Et le modèle d'aujourd'hui, le modèle qui l'emporte clairement sur les microprocesseurs as of today, je ne sais pas ce qu'il en sera du futur, mais c'est d'avoir des variables qu'on appelle les registres. Donc ça, il y a un mismatch. C'est très difficile à analyser. Analyser un programme écrit sous la forme d'une pile, c'est terriblement compliqué. Pourquoi? Parce que ça veut dire que vous regardez votre programme à un point donné, il faut essayer de comprendre qui est sur la pile au slot numéro 4, par exemple. Et d'arriver à suivre par où sont passées les différentes valeurs, savoir qu'en fait c'est une copie de A, par exemple, d'arriver à trouver ici, dans le slot 4, c'est A, mince, il y a quelqu'un qui fait un push, donc c'est dans le slot 5. Pour arriver à suivre tout ça, c'est des analyses compliquées. En réalité, les gens qui ont besoin de faire ce genre d'analyse, devinez ce qu'ils font? Ils transforment en une représentation pas à pile, parce que les représentations à pile sont trop pénibles pour pouvoir faire ça. Donc c'est vraiment difficile à analyser, et évidemment, qui dit difficile à analyser, vous l'aurez compris, difficile aussi à optimiser.
Des exemples, bon, vous savez bien, il y a quelques vieux compilateurs ou des compilateurs de machines très puissantes qui passent par des représentations comme ça, probablement plus pour des raisons historiques qu'autre chose. On va plutôt passer à un autre type d'approche, celui que vous avez dans Tiger, où là c'est à base de registres ou de temporaires. Oubliez registre, ce n'est pas le bon nom, mais à base de variables, de temporaires. Je reprends une fonction que vous avez certainement déjà rencontrée, sauf ceux qui ont une mémoire à court terme vraiment défaillante. Et puis, voilà la représentation dans le langage intermédiaire utilisé dans notre nous épithéen, notre implémentation de Tiger. Tout ça, ben, on ne va pas le regarder. On va plutôt regarder le corps de la fonction. J'ai 3 transparents à vous montrer au sujet de la traduction en représentation intermédiaire de cette chose-là. D'accord ? On va peut-être commencer par la 3e, après tout. La 4e même. J'ai 4 transparents. Oui, 4 sur 3, il faut que je m'en souvienne. La 4e partie, c'est main. Main, il fait quoi? Main, il appelle print int de GCD de 42 et de 51. D'accord? Donc on est parti. Ici, vous avez un call vers L0. L0, on le constatera plus tard, c'est le nom qui a été donné à l'adresse de l'implémentation de GCD. Et ensuite, vous donnez 3 arguments. Le premier, oubliez-le. C'est beaucoup trop tôt pour qu'on en parle, on en parlera plus tard. Mais donc on donne 3 arguments dont le premier, faites comme s'il n'était pas là, et on donne 2 arguments ensuite, 42, 51, quelle surprise. Et puis ici, comme l'opération d'appel de fonction, vous voyez, il est riche en représentation intermédiaire de tree, le langage que je suis en train de vous montrer. C'est un langage riche qui se permet même d'avoir des opérations variadiques, des opérations à plusieurs arguments, comme par exemple l'appel d'une fonction. On a encore le fait que j'ai 3 arguments, FP, 42 et 51. Donc, après, inadéquat, évidemment, ça ne marche pas du tout pour l'assembleur. Il faudra le traduire plus tard, ce truc-là. Mais voilà, donc on a un langage riche, et en plus, regardez bien, arborescent. On a un langage intermédiaire avec le concept de je peux avoir un arbre de valeurs, et ces valeurs, elles remontent comme dans un AST traditionnel. En particulier ici, le résultat de l'appel à la fonction L0 prendra la place de cet appel, si vous voulez, et sera l'argument de printInt. Des surprises là-dessus? Ça va pour tout le monde? Bon. Maintenant, on va regarder GCD, et en particulier, on va regarder le corps de GCD. Le corps de GCD, on va commencer par ici. On va commencer complètement par l'intérieur, et puis on va aller vers l'extérieur, ce sera peut-être plus simple à lire. Regardez ici, j'ai un move. Un move prend 2 arguments, la destination et la valeur de ce que je dois y mettre. Donc là, je dis, je stocke dans T0 le résultat d'un appel à une opération binaire qui se trouve être un moins entre temp 0 et temp T1. Temp T0 et temp T1. Vous aurez rapidement compris que T0, c'est A, T1, c'est B. Ici, on est en train de faire A moins égal B. Ici, on est en train de faire A moins égal B. Pareil ici. Ici, on a un branchement conditionnel. Si T0 est strictement plus grand que T1, alors je vais à l'adresse L1, sinon je vais à l'adresse L5. D'accord? Alors déjà, là, il y a un autre truc qui est vachement surprenant, c'est que vous savez bien qu'au niveau assembleur, au niveau machine qu'on va viser, les branchements conditionnels sont à une seule adresse destination. La deuxième est implicite, c'est l'instruction d'après. Ici, vous avez 2 destinations. Si ça réussit, je branche là. Si ça échoue, je branche là. Ici, vous voyez la traduction du if qui est là. C'est clair pour tout le monde, ça? Bon. Et vous avez ici un bloc de code impératif, sec, second. C'est l'équivalent, franchement, des accolades pour dire je fais ça, ça, ça et ça. Et c'est impératif au sens où ça n'a pas de valeur. C'est du pur void. En revanche, si je regarde mon code qui est ici, à la fin, ma fonction, elle doit me retourner A. C'est quelque chose qu'on va voir ici. Regardez bien. J'ai une E sec. Une E sec, c'est l'équivalent de l'opérateur virgule en C. C'est clair pour tout le monde, l'opérateur virgule? Vous avez une instruction et une expression. Et quand vous évaluez l'ensemble, vous faites séquentiellement d'abord l'instruction, puis l'expression, et vous retournez la valeur de la dernière. L'opérateur virgule, vous en est déjà servi. Donc, ici, l'idée de E-sec, c'est très simple. Ça prend une instruction, ça prend une instruction, ça prend une expression,
Ça évalue l'instruction, ça évalue l'expression, et globalement, ça vaut la valeur qu'avait l'expression. Clair? Évidemment, assez souvent, on a besoin de faire des expressions. Donc typiquement, quand vous ferez votre compilateur, une sec, elle aura comme premier argument une sec. D'accord? Donc là, ce qu'il est marqué, c'est j'ai un bloc qui va jusqu'à ici, d'accord? Qui va jusqu'à ce second ici. Tout ce bloc, il commence à ce sec qui termine… Ah non, excusez-moi. Non, il y a le sec qui est ici et qui termine là. Non, excusez-moi, on recommence. Ma sec, elle commence là et elle termine là. D'accord? Donc le premier argument de mon nœud sec, il va de ici jusque là. Et le deuxième argument, c'est temp0. Autrement dit, le corps de ma fonction, tout le corps de ma fonction a été traduit en une sec, dont le premier argument est la sec qui fait tout ça, et le deuxième argument est la temporaire T0. C'est clair pour tout le monde? J'ai besoin d'un petit peu d'interaction. Oui? Merci. Et qu'est-ce qu'on fait du résultat qui a été calculé par mon nœud sec? On le stocke dans RV. RV comme return value. Return value. On n'y touche plus à return value. On n'y touche plus du tout. Là, c'est l'épilogue de ma fonction. C'est-à-dire, on a fini le corps, on nettoie la pile et puis on se prépare à rendre la main. RV, on n'y touche plus du tout. Donc, il n'y a pas de problème. Quand on rend la main, le registre ou la temporaire RV, si vous voulez, contiendra bien A et mon appelant ira le chercher à cet endroit-là. C'est bon? Alors maintenant, on va parler un petit peu plus des détails. Ou pas. Non, on fera les détails plus tard, quand j'aurai un peu plus de dessin. Alors, quelle structure pour votre code orienté registre? Il y a plusieurs représentations. Celle qui est omniprésente, c'est absolument pas celle que je vous ai montrée, très arborescente. En général, les représentations intermédiaires, elles sont plutôt très linéaires, très suite d'instructions. Et on parle de code à 2 ou à 3 adresses. Du code à 2 adresses, c'est du code dans lequel vous donnez les deux sources. Par exemple, pour faire une addition, il vous faut bien un premier argument et un deuxième argument, un premier opérande, un deuxième opérande. Et typiquement, vous avez envie de dire où est-ce que vous allez stocker le résultat. Si vous donnez les trois, c'est ce qu'on appelle du code à 3 adresses. Les deux sources, la destination. Vous pouvez laisser la destination implicite. On va voir un exemple juste après qui va expliquer comment ça peut marcher de laisser une destination implicite. Mais voilà les deux représentations typiques. La représentation à 2 adresses ou à 3 adresses. Plus une instruction, évidemment. Est-ce que je suis en train de faire une addition, une multiplication, un accès mémoire? Donc si vous avez 2 adresses plus une instruction, ça vous donne un triplet. Et si vous avez 3 adresses plus une instruction, ça vous donne un quadruplet. Quelle surprise. Tree, c'est ce que je vous ai montré. Les gens ne sont pas nommés. Quand je fais un plus 2 fois 3, je n'ai pas besoin d'une temporaire pour le 2 fois 3. D'accord? Alors que dans du code à 2 ou 3 adresses, il va falloir que j'explicite que d'abord je dois faire le 2 fois 3 et qu'il va falloir que je stocke quelque part pour m'en servir dans mon 1+. D'accord? Dans tree, dans une représentation arborescente comme celle que je vous ai montrée, c'est arborescent. Donc c'est simplement les pointeurs qui lient les arguments les uns aux autres qui vont se charger de ça. Puis une autre implémentation, c'est après tout, toujours la même idée. Si vous représentez une structure sous la forme d'arbre, peut-être qu'il y a de la redondance dans cette structure que vous pourriez représenter par du partage d'enfants. A plus A, pourquoi pas genre juste un plus, avec deux branchements vers un unique A. Ça peut avoir beaucoup d'avantages. Auquel cas, vous obtenez un graphe acyclique, un graphe orienté acyclique. Alors, un code à 2 adresses ou à 3 adresses? On va commencer par le 3 adresses qui est le plus intelligible. Ici, vous avez les deux sources et puis vous avez la destination. Et du code à 2 adresses, la destination, si vous voulez, est implicite, c'est le numéro de la ligne en question. Donc là, je fais 1 plus 1 et quand j'ai besoin de récupérer mon résultat du 1 plus 1, je dis il y avait quoi en ligne 1? Et ainsi de suite. C'est tout bêtement comme ça que ça fonctionne. Alors, on va faire un petit peu de GCC. Normalement, même ceux qui ont une mémoire à court terme, là, elle a été renforcée. Au 3e passage, ça devrait commencer à rentrer. Tiens, et si je vous mettais en partiel d'écrire une fonction GCD pour voir? Donc ici, encore une fonction qui fait du calcul de plus grand commun diviseur. Et cette fois-ci, je vais vous le montrer en GCC. Est-ce que tout le monde a mis sa ceinture?
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 pages. 7 pages et franchement, amusez-vous. Alors, je vais vous le dire tout de suite, hein, je ne comprends pas. Et je ne me suis pas amusé. Si, j'ai dû essayer un petit peu, mais je pense que j'ai dû essayer facilement 5 minutes et après, j'ai laissé tomber, quoi. Bon, il y a quand même des choses qu'on voit apparaître. Déjà, regardez ça. Il n'y a pas un truc qui vous frappe? Devinez quel est le langage de prédilection de la personne qui a écrit GCC. Lisp. Hein. Pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est Stallman qui est à l'origine de GCC et Stallman est un lispeur convaincu. Ce qui ne veut pas dire qu'il est complètement idiot. Il sait bien que pour faire un système d'exploitation, il ne va pas le faire ça avec Lisp. Donc pour pouvoir faire GNU, il savait bien qu'il lui fallait un compilo C. Bon, il a essayé de récupérer des compilos C, hein, il n'a pas particulièrement l'envie de réécrire le monde non plus. GCC est en partie récupéré d'un projet de l'existant, mais il a quand même énormément remanié. Bref, ça se voit, il faut vraiment être aveugle ou pas comprendre Lisp pour ne pas savoir que Stallman est profondément imprégné de culture Lisp. Et puis on voit d'autres choses aussi. Si vous regardez bien, vous découvrez que vous avez une structure de liste doublement chaînée et que cette structure est explicitée quand il fait des dumps de sa liste. Par exemple, ici, vous avez la cellule 1 qui est précédée de la 0 et suivie de la 2. La 2 qui est précédée de la 1, suivie de la 3, etc. Et puis vous voyez aussi qu'il y a plein de trucs, plein de choses. On est déjà relativement tard dans la traduction. Hein. Il y a plein de choses où le compilateur a déjà rajouté, supprimé, changé des choses. C'est assez rigolo. Bon, quel est l'intérêt de dire quelle est la précédente et quelle est la suivante? C'est que des fois, il se passe des trucs. Tiens, l'instruction 9, elle est entre la 8 et la 40. OK. Et puis là, il se passe des trucs, ça commence à être exotique. Et là, si vous regardez bien, il est en train de dire qu'il a besoin d'un registre de signed integer, que bon, il y a des arguments qui arrivent, il va falloir faire un accès mémoire. Tiens, on fait une comparaison à 0. Un constant. Il y a plein de détails que vous voyez progressivement apparaître là-dedans qui vous montrent que, déjà un truc bête, hein, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Un vrai compilateur dans le vrai monde, il a besoin d'avoir des détails sur quelles sont la taille de ses arguments. Tous les ints ne sont pas les mêmes. Il y a des ints qui sont signed, il y a des ints qui sont unsigned, etc. Donc vous voyez, on ne va pas passer plus de temps là-dessus. Amusez-vous à lire ça si vous en avez envie. Mais il y a énormément d'informations là-dedans. Il y a des informations sur quelles sont les sections sur lesquelles il pourrait faire des choses en parallèle. Il y a des instructions qui lui disent « Attention, quand je suis en train de faire ça, je suis en train de salir tel registre. » Ce qui signifie que s'il y a une autre partie du code qui comptait récupérer le contenu du registre, il a intérêt à le sauver avant. Parce que moi, je vais écrire dedans. Donc, tu as intérêt à le sauver, à le restaurer plus tard. Il y a plein d'informations là-dedans, plein. OK. Les avantages d'une approche à registre, déjà, c'est que ça correspond bien, c'est le contraire des architectures à piles qui ne correspondent pas aux microprocesseurs d'aujourd'hui, c'est qu'évidemment, ça correspond bien aux microprocesseurs d'aujourd'hui. Le flow de contrôle est beaucoup plus intelligible, c'est plus facile de suivre, pardon, pas le flow de contrôle, hein, le flow de données, c'est beaucoup plus facile de suivre où sont les données, puisqu'elles ont une adresse, elles ont une temporaire dédiée. A, il habite tel endroit. Bon, c'est facile de savoir où est A, c'est toujours au même endroit. Alors que si c'est dans une pile, A, il peut être à différents niveaux de la pile. Beaucoup plus facile de suivre le flot de données. Bon, les désavantages, il faut bien qu'on paye quelque part. Hein. C'est que c'est plus difficile à synthétiser. C'est moins compact, ça donne du code qui est plus gros. Et puis, c'est plus difficile de faire un interpréteur pour une machine impérative comme ça que de faire un pauvre interpréteur de machine à pile. Bon, et dans les deux cas, faire quelque chose de qualité industrielle, c'est difficile. Mais je veux dire, une première implémentation, c'est quand même beaucoup plus difficile ici. D'ailleurs, HAVM, si vous l'embêtez vraiment, vous arriverez à lui faire des choses incorrectes. HAVM n'est pas complètement correct. Bon, on va parler un petit peu de Tree. C'est un langage intermédiaire à forme arborescente, sans déconner, avec un nombre illimité de registres. Ce n'est pas encore le moment de savoir combien j'ai de registres sur l'assembleur final. Je ne veux pas me prendre la tête. Je n'ai pas envie de savoir ce qu'il y a à l'arrivée. Donc, on va formuler l'hypothèse que j'ai autant de registres que je veux. Sachant que c'est un gros mensonge, on va plutôt essayer de ne pas dire registre, on va dire temporaire ou variable. Mais c'est la même chose. Une temporaire, c'est jamais qu'une variable de la représentation intermédiaire.
Et puis on va continuer d'avoir des choses extrêmement riches comme les branchements conditionnels à 2 destinations, les appels à plusieurs arguments, etc. Voilà la grammaire. Et je préfère vous laisser lire. C'est assez intelligible. Et dites-moi s'il y a quelque chose sur lequel il faut que je vienne. Mais je pense que c'est clair. Bon, const, c'est clair. Name, c'est pour poser. On va le faire ensemble, c'est plus rapide. Const, c'est pour parler d'un littéral entier. Name, c'est pour parler d'une destination. Vous aurez label pour poser une destination. Ici, c'est pour définir, et là, c'est pour utiliser. Temp, c'est pour introduire une temporaire. Binop, c'est pour faire une opération binaire, les voici. C'est uniquement les instructions de calcul, ce n'est pas les comparaisons. Les comparaisons, évidemment, on les verra après. Mem, c'est pour déréférencer. Call, c'est pour appeler. Exec, je vous l'ai dit, c'est un statement, une instruction suivie d'une expression. Ça, c'est la partie expression du langage. La partie statement, c'est les affectations. Ça, c'est le cast en void étoile. Autrement dit, j'ai une certaine expression, je veux juste l'exécuter pour ses effets de bord, mais je ne récupère pas son résultat. Donc, c'est vraiment une conversion depuis une expression vers un statement. Le branchement inconditionnel. Le branchement conditionnel qui va avoir 2 valeurs à comparer par un de ces opérateurs de comparaison et 2 destinations vraies ou fausses. Et puis sec qui fait une suite de 0 ou plusieurs instructions. Les accolades, c'est pour dire 1 ou plusieurs fois. Et les crochets, c'est pour dire 0 ou une fois. Et puis voilà. Facile. Quelques petits exemples. 1 plus 2 fois 3, tiens, depuis le temps qu'on en parle. Voilà 1 plus 2 fois 3. Y a-t-il une surprise quelque part? On voit bien l'arborescence donnée par un niveau d'indentation, enfin en plus indenté. If 1, then print 1. Alors, si 1 est différent de 0, si 1 est différent de 0, donc c'est exactement if 1. Je vais en L1. Alors L1, c'est j'appelle la primitive printint en lui donnant comme argument 1. Il est ici, j'aurais dû mettre un 2, c'est complètement idiot. Et ensuite, je branche en L3. L3, c'est la sortie. Et si jamais ce n'était pas vrai que 1 est différent de 0, je branchais en L2. L2 qui ne fait rien. Ça, c'est l'instruction vide, si vous voulez. C'est point virgule. C'est je ne fais rien et puis je sors. Vous voyez, le code a été absolument pas optimisé. C'est un premier jet de traduction. Après, charge au compilateur de se débarrasser de choses aussi idiotes que ici, je ne fais rien. Bah, t'as qu'à juste rien faire vraiment, quoi, de retirer l'instruction. Mais c'est les artefacts de façon à avoir une traduction simple. Gestion de la mémoire. Alors, pourquoi on gère la mémoire? Parce que la mémoire sur une machine est très hétérogène, on en a déjà parlé. Vous avez une pyramide avec en haut pas beaucoup de place et on va super vite, et en bas énormément de place et on est énormément lent. Tout en haut, vous avez les registres et typiquement, accéder à un registre, c'est le temps de la machine, c'est des cycles. Dans certains cas, ça peut même être plus rapide. Donc vraiment, là, c'est les endroits où tout se passe très 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 vite. Ensuite, vous avez le cache de niveau 1 où là, au lieu de passer, on n'est plus à quelques dizaines ou quelques... Sur certains microprocesseurs, vous avez des centaines d'octets. Les processeurs Spark, ils ont beaucoup de registres, vous avez des centaines d'octets. Mais si vous voulez aller jusqu'au kilo-octet, là, ça y est, on commence à tomber dans le cache de niveau 1. Le cache de niveau 2, on est plutôt dans les mégas. Et là, ça commence à payer cher. Vous êtes à une pénalité de facteur 10 facilement, en espérant que vous n'avez pas des problèmes de propagation, de conflits entre les caches, etc. Enfin, il y a aussi tout le protocole de mise à jour des caches qui n'est pas complètement simple si vous faites des programmes parallèles. Puis après, aller à la mémoire. Alors là, vous savez bien qu'on en est à des gigas. Des machines un peu sérieuses, on en est à des centaines de gigas, voire des téras. Mais là, ça nous coûte déjà un facteur 100. Puis alors là, si jamais vous swappez ou si simplement vous êtes en train de faire un accès disque pour que sais-je, on est dans le million. On est dans le million. Et là, évidemment, ça va arbitrairement loin. Bon, évidemment, on a envie d'être le plus haut possible. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, il va y avoir des élus. Et puis, il y a ceux qui n'auront même pas un strapontin. Il va falloir qu'ils aillent habiter la pile. OK, alors, si j'ai pas assez de registres, ça veut dire qu'il y a des gens que je vais devoir poser dans la mémoire. Mais là, de les poser dans la mémoire, ça va aussi dépendre de la nature de mon langage.
Si j'ai un langage qui n'est pas à récursion, si mon langage n'offre pas le support de la récursion, chacune de mes variables n'a qu'une seule existence à un instant donné. Ce n'est pas comme un appel factoriel de n, un appel récursif. Vous pouvez avoir n qui a différentes valeurs pour chacune des activations de la fonction fact. Ici, si votre langage n'est pas récursif, il n'y a qu'une seule n, aussi locale soit-elle, il n'y aura qu'une seule implémentation de une seule activation de cette variable. Donc vous pouvez lui donner une adresse en mémoire et pas vous prendre la tête. Sinon, comme une variable peut exister plusieurs fois, il va falloir en gérer l'espace mémoire avec une politique last in, first out, avec une politique de pile. Et c'est là où ça va commencer à devenir un petit peu tricky d'implémenter ça. Alors, ça on en a déjà parlé, on va aller vite là-dessus. Mais l'allocation dynamique de mémoire, il y a différents types. Bon, il y a les objets globaux. En gros, eux, ils sont presque pas dynamiques. Ils sont créés à la création du programme et ils sont détruits à la terminaison du programme. Ce qui est un demi-mensonge. Hein. C'est plutôt vrai pour les globales, mais certaines variables statiques dans les fonctions, elles vont être créées au moment où vous rentrez dans la fonction. Bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui m'intéresse plus ici, c'est les variables automatiques. Elles, leur vie est attachée, leur durée de vie est attachée à celle de la fonction à laquelle elles appartiennent. Et si vous voulez quelque chose de différent, vous savez bien qu'il faut aller vers le tas. Alors d'ailleurs, c'est hyper clair pourquoi dans un langage de programmation on parle de la pile. Oui. C'est hyper clair parce que c'est évidemment la structure de données. Mais il faut bien comprendre que ici, il y a un truc un petit peu bizarre. C'est qu'on utilise le mot pile dans deux sens différents. Il y a d'abord la structure de données et puis ensuite il y a la chose dont j'ai besoin pour pouvoir supporter la récursion dans mon langage de programmation. On a décidé d'utiliser le même mot pour les deux. Pourquoi pas? Mais après, pourquoi le tas? Pourquoi la mémoire à laquelle vous avez accès à coup de malloc et de free s'appelle le tas? L'algo de gestion de la mémoire à l'origine utilisait un tas et où? Dans? Non, pas malloc, c'est avant malloc. À qui on doit l'utilisation des mots pile et tas en réalité? Bon, un indice. Kernel? Ça te fait penser à un kernel, ça? Je suis vraiment mauvais en imitation. Hein, là, Au Mimonari, j'aurais perdu. Là. Il y a Didier, aide-moi, Didier, Saint-Didier, donnez-moi. Lisp, mais oui, c'est John McCarthy. Enfin, c'est vraiment à la naissance de Lisp où ils ont cherché comment faire leur implémentation et ils ont découvert que de gérer la mémoire par le biais de la structure de données qui s'appelle un tas était adéquat. Et ils ne sont pas allés plus loin, ils ont appelé ça un tas et puis c'est resté. C'est pour ça qu'on appelle ça le tas. Alors qu'aujourd'hui, malloc, excusez-moi, mais je ne pense pas qu'il y a... Oh, remarquez, je m'avance beaucoup. Mais il n'y a pas de nécessité, en tout cas, que ça s'appelle le tas, cette chose-là. Et puis voilà, tous les langages qui vont de leur allocation explicite, des allocations explicites, ou bien encore des langages dans lesquels vous avez des allocations prises en charge par le runtime de votre langage de programmation. Alors, si on regarde SPIM, qui est un émulateur MIPS, hein, comme son nom l'indique, il faut savoir lire à l'envers. SPIM est un émulateur et il a une doc sympa sur la machine MIPS qui est relativement simple. En bas, vous avez, dans les adresses basses, vous avez des choses qui sont réservées au système, que ce soit l'OS, le runtime de votre langage, etc. Puis vous avez la partie où il va y avoir le code. Puis au-dessus du code, vous allez avoir le tas. Vous allez avoir la partie où vos mallocs vont aller. Et à l'autre bout de la mémoire, vous avez la pile. Et de façon à évidemment permettre le plus grand partage possible entre la mémoire consommée d'un côté et la mémoire consommée de l'autre, évidemment, vous allez choisir un sens de progression pour l'une et le sens contraire pour l'autre. Parce que, évidemment, il n'y a pas besoin de faire de dessin. Si vous aviez le tas qui monte comme ça, et puis la pile qui montait comme ça, il pouvait très bien que vous ayez très peu d'utilisation de la pile et beaucoup de tas, donc il y avait l'un qui rentrait dans l'autre, c'était idiot. Ou inversement, vous n'utilisiez pas beaucoup de tas, mais beaucoup de piles. L'autre pile, quand elle rencontre les adresses trop hautes, après, elle avait tout cet espace. Donc c'est évident que la meilleure politique possible, c'est que ces deux zones aillent l'une vers l'autre. Bon, résultat des courses, c'est resté
La pile, traditionnellement, et dans la plupart des architectures, en tout cas celles que vous pratiquez, les piles poussent vers le bas. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure, quand il y avait l'adresse de A, c'était une certaine adresse, moins 216. C'est votre pile croissant vers le bas, les gens ils vont avoir une adresse par rapport à une référence qui est en haut, et on va les compter en négatif. Alors, je vais sauter ce transparent. Vous comprenez bien pourquoi on a besoin de faire des appels en pile. C'est évident. Les blocs d'activation. Alors, dans des langages qui supportent la récursion, une routine comme fact peut avoir plusieurs coexistences. Pour être clair et pour éviter de s'en mêler les pinceaux, on va distinguer le mot fonction pour désigner de la fonction fact, il n'y en a qu'une, et puis activation. C'est les différentes exécutions, les différentes instances en cours de fact. Donc ça, on appellera ça une activation. Les variables automatiques, elles sont associées à la vie de chacune de ces activations. Et par conséquent, l'endroit où on va stocker ces variables, assez naturellement, on va appeler ça le bloc d'activation ou parfois encore le cadre de pile, stack frame. C'est équivalent. Hein. Qu'est-ce qu'on va mettre dans le bloc d'activation? Qu'est-ce qu'on va mettre dans le stack frame? Tout ce dont la fonction a besoin pour pouvoir faire sa vie, sachant qu'elle va appeler d'autres fonctions et qu'elle va aussi devoir retourner. Donc il y a quelque part un endroit où elle va poser ses arguments arrivants, ses arguments rentrants. Il va bien falloir trouver de l'espace pour les variables de l'utilisateur. Il va bien falloir aussi de l'espace pour les variables du compilateur, toutes ces temporaires. Puis, une fois que ma fonction sera terminée, il va bien falloir qu'elle soit capable de revenir à son appelant. Donc, quand elle est appelée, ma fonction, il va bien falloir qu'elle stocke quelque part où elle devra revenir quand elle sera finie, l'adresse de retour. Et puis, ma foi, quand elle va se faire appeler, elle va vouloir utiliser des registres. Et ces registres, peut-être bien que la fonction appelante, elle comptait récupérer tout ce qu'elle avait laissé dedans. Donc ma fonction, elle va aussi se réserver un certain espace dans lequel elle va sauvegarder les registres qu'elle est en train d'utiliser, que l'appelant aurait voulu préserver. Inversement, ma fonction, elle va appeler d'autres gens, et peut-être que les gens qu'elle va appeler vont utiliser des registres que ma fonction voulait préserver, auquel cas elle va aussi avoir envie de sauvegarder ces registres. Donc là, il y a un truc qui n'est pas net, il va falloir qu'on en parle. Qui est responsable de sauvegarder et de restaurer les registres? Est-ce que c'est au moment où j'appelle que je dois sauvegarder les registres qui m'intéressent? Ou alors est-ce que c'est quand je suis appelé que je dois sauvegarder les registres que je vais utiliser? Il y a une question là, il va falloir essayer de réfléchir à quelle est la bonne approche. Mais en tout cas, dans un microprocesseur qui utilise des registres, il va quand même falloir que quelqu'un prenne la responsabilité au moment où il utilise un registre de faire en sorte que celui qui comptait sur ce que contenait ce registre puisse le récupérer à un moment donné. Alors, tous ces gens-là, on les met dans quel ordre? D'abord, est-ce que c'est important cet ordre? Est-ce que l'ordre dans lequel on met des gens dans la pile a la moindre importance? Le compilateur, il sait ce qu'il fait. Il ne va pas s'amuser à compiler une fonction dans un certain style et à compiler l'autre façon dans un autre style. Et oui, le layout a de l'importance parce que, par exemple, dans certains cas, c'est l'appelant qui va poser les arguments pour la fonction appelée. Donc la fonction appelée, elle n'est pas autonome sur son petit morceau de pile. Il y a quand même d'autres gens qu'elle qui vont écrire dans son petit bout de pile. Et il va falloir qu'elle se comprenne. Donc il y a évidemment besoin d'une certaine intelligence, au sens de travailler ensemble, une espèce d'intelligence entre les différentes fonctions. Mais ce n'est pas tout. Il y a qui d'autre qui est vachement intéressé par votre pile? Le débugger.
Quand vous êtes en train de travailler sur votre programme en arrêt instantané, vous avez envie de pouvoir lire ce qui est sur la pile, et le debugger, il a intérêt à comprendre comment les choses ont été posées sur la pile. Puis c'est pas tout. Si en plus vous faites, je sais pas moi, du C++ et que vous avez des exceptions, quand on jette des exceptions, ça veut dire qu'il va falloir faire du travail pour sauter de morceaux de cadre de pile en cadre de pile. Et ça veut dire que quelque part, il va y avoir un morceau du runtime C++ qui va décoder la pile pour savoir ce qu'il a à faire. Puis c'est pas tout. Imaginez aussi que vous soyez en train d'appeler une fonction qui a été compilée par un autre compilateur et qu'il ait pris une autre convention pour l'ordre des arguments. Là, et c'est juste la règle, c'est tout le temps que vous appelez des fonctions qui viennent d'une bibliothèque. Tout le temps. Tout le temps. Même main, il a été appelé, c'est pas main qui est exécuté par la machine. C'est la machine, elle a une certaine runtime qui appelle une fonction qui s'appelle start et start appelle main. Donc déjà, et là je commence vraiment bas niveau, mais il n'empêche que n'importe quel programme très élémentaire, il doit au moins faire, je ne sais pas moi, un print ou quelque chose. S'il ne fait pas d'entrée-sortie, votre programme, ça m'étonnerait que vous ayez envie de le lancer. Il va forcément faire des entrées-sorties, auquel cas vous passez par la libc. Et la libc, c'est une bibliothèque. Autrement dit, si jamais quelqu'un s'amuse sur une seule machine à mélanger entre différents compilateurs les conventions d'appel, vous êtes foutu. Vous pouvez juste rien faire, pas partager les bibliothèques, etc. Donc évidemment, il y a un layout standard, il y a une convention pour chaque machine. Alors machine, ce n'est pas le bon nom, pour chaque architecture, c'est-à-dire la machine physique, mais aussi l'OS, etc. Il y a des conventions, et puis on essaye de s'y... Non, c'est pas on essaye, on s'y tient. On s'y tient parce que c'est grâce à ça qu'on peut mélanger des bibliothèques C qui ont été compilées par différents compilateurs, même des compilateurs qui sont le même individu mais différentes générations, ou même le même individu, même génération, mais des options de compilation différentes. Il faut quand même que tout le monde respecte les conventions, même si parfois ça vous coûte quelque chose du point de vue des performances de votre routine. Il faut quand même rester compatible si on veut pouvoir interagir. Dans certains cas, si vous savez vraiment ce que vous voulez faire, vous pouvez dire au compilateur de laisser tomber les conventions d'appel parce que vous savez vraiment ce que vous faites et que vous avez absolument besoin des meilleures performances possibles. Mais bon, là, ça commence à devenir un sport dangereux à réserver uniquement pour ceux qui savent. OK. Le layout sur MIPS, ça ressemble typiquement à ça. Alors, je vous rappelle qu'il faut lire en descendant. Vous avez quelqu'un qui s'appelle le stack pointer qui montre le sommet de la pile. Le sommet de la pile, c'est-à-dire la frontière entre C défini et C non défini. Et puis, un cadre de pile, évidemment, il faut savoir où il termine, mais aussi où il commence. Et ça, c'est le travail du frame pointer. Systématiquement, c'est tellement important de pouvoir naviguer au sein de son morceau de pile que vous allez avoir deux registres qui sont consacrés que à ça. Le frame pointer et le stack pointer, qui font aussi partie des conventions. Ils n'ont rien de câblé physiquement sur le microprocesseur qui font que c'est lui qui doit faire ça, etc. C'est juste convention. Donc ces deux microprocesseurs, ces deux registres, ils vont être complètement dédiés pendant toute l'exécution de votre programme à garder le frame pointer et le stack pointer. Encore une fois, ce n'est pas tout à fait vrai. Si vous êtes vraiment gentil, si vous parlez très lentement au compilateur et que vous lui dites, tu sais, je suis sur une machine sur laquelle j'ai très peu de registres, j'aimerais bien utiliser le frame pointer de temps en temps, il peut se débrouiller, le stack pointer plutôt, il peut se débrouiller. On en parlera peut-être après. Mais en principe, à moins d'être vraiment un sauvage et d'être vraiment à court de registres, les deux gardent toujours la valeur frame pointer, stack pointer. Et puis ensuite, vous stockez dedans les gens dont typiquement, ça va être au moment où vous les découvrez qui vont être posés. Donc ceux qui sont les plus près de la naissance de mon cadre de pile en haut sont les gens qui sont les premiers à apparaître. Et plus on s'éloigne de la base de mon cadre de pile, plus sont les gens qui sont tardifs dans le processus de l'activation de ma fonction qui vont apparaître. Évidemment, dans le processus d'activation de ma fonction, le premier truc, c'est que la fonction appelante va lui donner ses arguments. Donc les premiers gens qui vont être posés dans le cadre de ma fonction, ça va être les arguments rentrants. Ensuite, il va y avoir tous les registres qu'il va falloir sauvegarder. Comme par exemple le registre qui contient son adresse de retour. Elle a intérêt à être capable de pouvoir revenir à ma fonction. Donc elle a probablement, si elle fait des appels récursifs, envie de sauvegarder le registre d'adresse de retour. Cela dit, si elle ne fait pas d'appel récursif, ça ne sert à rien. Donc pourquoi perdre du temps à faire une entrée-sortie sur la mémoire? On verra tout ça. Et puis des temporaires, et puis une zone dynamique. Une zone dynamique au cas où vous feriez de la loca. Alors je ne sais plus si je parle de la loca maintenant, mais peut-être un petit peu plus tard. Frame pointer, stack pointer.
donc le frame pointer, c'est celui qui délimite le sommet, c'est-à-dire la partie profonde de la pile, et stack pointer, la partie non profonde, la fin de votre pile. Alors, allocation mémoire dynamique. La mémoire dynamique comme auto, vous connaissez, la mémoire malloc, vous connaissez aussi. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire sur le morceau de code qui est ici? Vous connaissez Alloca ou pas? Oui ou non? Ça va me permettre de sauter une dizaine de transparences si vous connaissez déjà. La réponse est facile, hein, c'est oui ou c'est non. Alloca. Non mais si vous ne savez pas, la réponse c'est que c'est non, quoi. C'est quand même bizarre. C'est quoi ce que vous dites? Non, peut-être je connais, mais non, Alloca. Voilà, non, ok. Bon, voilà ça. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Peut-être malheureusement vous êtes trop jeune et vous êtes déjà brûlé par le langage que vous utilisez aujourd'hui, j'en sais rien. J'ai pas entendu. Ouais, il y a ici quelque chose qui est valide dans les C modernes et qui est invalide dans les C anciens et dans le C++, à savoir un tableau dont la taille n'est pas connue statiquement à la compilation, mais au runtime. D'accord? Ça, c'est invalide, donc je vous le disais, dans les anciens C, et c'est invalide en C++. Bon, donc vous êtes condamné à écrire quoi? Des trucs comme ça. Bon, déjà, tout le monde est d'accord sur le fait que STP copy, ça surprend personne par rapport à str copy. Non, ça parle à personne. Alors, le débutant en C, on lui donne 2 chaînes de caractères et on lui demande de faire str4. On lui demande de faire une concaténation entre les 2 chaînes de caractères. Qu'est-ce qu'il fait? Il alloue un buffer qui soit suffisamment grand pour la première chaîne. Il fait un str copy au début de sa chaîne et puis après il fait un str4 dans laquelle il dit tiens j'ai une chaîne qui est ici et puis tu me rajoutes l'autre derrière. Qu'est-ce qui est débile? str4, vous lui donnez une chaîne et une extension à rajouter au bout. Qu'est-ce qui est débile? Il est obligé de parcourir la première chaîne pour chercher la fin. Alors que le str copy initial, il a copié toute la chaîne. Donc il le sait bien où il s'était arrêté. str copy, il retourne l'adresse de début. Genre, je ne la connaissais pas, merci. STP copy, il retourne l'adresse de fin. Donc si vous avez enchaîné des copies, plutôt que de passer votre temps joyeusement à repasser le début de votre chaîne de caractères, vous êtes en train de l'agrandir de bon en bon. Donc évidemment, à moins que vous soyez débutant en C, genre la première demi-heure de piscine, vous faites du STP copy et non pas du str4. Non? Je suis agressif sur la première demi-heure de piscine. Là. Bon, ça fait partie de l'attirail des gens qui font du C quand même, de connaître STP copy. Il y en a d'autres dans la famille. Voilà, donc l'approche, si vous n'avez pas le droit des tableaux dynamiques, c'est de passer par malloc, bien sûr. Pendant que j'y suis, personne n'est surpris par ça. Hein. Bon. Voilà, si mon malloc échoue, ouais, je suis pas content. Sinon, je fais mon STP copy, je fais mon ouverture. Et puis, je return mon file descriptor, tout le monde est content. Ou bien. Le problème ici, c'est la gestion de la mémoire quand il y a des erreurs. Qu'est-ce qui se passe si Open fait des bêtises? Si vous commencez à écrire des choses comme ça et que vous rajoutez ici le fait de si jamais ma fonction n'a pas réussi, alors je veux sortir en catastrophe ou jeter une exception. Le problème, c'est que vous commencez à risquer de passer au-dessus du free. Si vous rajoutez des exceptions dans un truc comme ça. Et si vous passez au-dessus du free, vous êtes en train de leaker. Vous perdez de la mémoire. Donc la difficulté, l'énorme différence qu'il peut y avoir entre ça et ça, c'est que ici, quoi qu'il arrive à sortir de la fonction, la mémoire sera désallouée. Alors que ici, la mémoire doit être allouée, et quoi qu'il arrive, débrouillez-vous, il faut que vous soyez en mesure de la désallouer. Et dans certains scénarios, ça peut devenir terriblement difficile d'arriver à comprendre où est-ce qu'on en est dans les différents cas. Honnêtement, en C, quand ça commence à être trapu, les imbrications de « alors si ça a réussi, je fais ça, qui alloue de la mémoire, puis je fais ça, etc. Puis à la fin, je désalloue, etc. » C'est un des seuls endroits où GoTo est légitime en C. C'est pour essayer de faire de la récupération sur erreur pour faire le GoTo vers l'adresse de l'instruction qui doit faire la désallocation de la ressource qui a été allouée. Puis il y a quand même une autre différence. Hein. Combien il m'a coûté là, le tableau? En cycle?
En runtime, combien il m'a coûté ce tableau? Rien du tout. Voilà, il m'a coûté de l'arithmétique sur un registre. Il m'a coûté de l'arithmétique sur le stack pointer pour juste avoir plus de place. Il m'a rien coûté. Et en plus, il me coûte strictement 0 à la désallocation. Parce que la désallocation, ça va vouloir dire évidemment que mon stack pointer, il va devoir revenir ici. Et revenir ici, c'est indépendant de la taille du nombre d'arguments que j'avais mis sur la pile. Donc certes, à chaque fois que je le déplace, il me coûte un cycle, mais au retour, il est intégré au retour normal de la fonction. Il me coûte strictement 0. Alors qu'ici, vous êtes en train de vous taper un malloc et de vous taper un free derrière. Bon, la bonne réponse, c'est d'utiliser alloca. Alloca, c'est quoi? C'est vous avez votre cadre de pile, frame pointer, stack pointer, et vous dites, j'ai besoin d'espace sur la pile. Ben, on va vous en donner ici. Autrement dit, frame pointer, lui, il ne bouge pas, hein, mais stack pointer avance. Et on vous donne l'adresse, ou l'adresse plutôt, on vous donne l'adresse ici de façon à ce que vous puissiez utiliser l'espace qui vous est donné. Excuse-moi, quand on utilise alloca? Alors, alloca, évidemment, vous l'aurez compris, imaginons qu'alloca soit une fonction. J'appelle la fonction alloca, qui s'amuse à changer stack pointer. Elle me retourne l'adresse et ma fonction alloca est terminée. Vous avez vu ce qui vient de se passer? Alloca, elle est super sympa, c'est tiens, je te donne tout cet espace et hop, j'enlève l'échelle au moment où on rend la main à la fonction appelante. Donc évidemment, oui, alloca ne peut absolument pas être une fonction pure C. Alloca, il y a une partie d'alloca qui est à la responsabilité du compilateur, qui est de s'amuser à jouer avec stack pointer pour vous laisser l'espace. Donc effectivement, alloca, c'est comme set jump, long jump et tous ces gens-là. Ça a une tête de fonction, mais c'est quand même vachement magique derrière et il y a besoin d'aide de la part du compilateur. Alors, tiens, on va parler d'un petit peu d'alloca, puisque en général, vous ne connaissez pas et ce serait utile que vous... Ouais. C'est un malloc sur la stack. Ouais. Alors évidemment, comme son nom l'indique, il y a des choses à ne pas faire. Malloc, 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 malloc. Au bout d'un moment, tu te prends un 0. Si tu es responsable et que tu fais bien attention à tes retours de malloc, bah, c'est pas grave. Tu vas rentrer dans le mode dégradé, j'ai plus assez de mémoire, je vais faire moins de choses. Malloc qui échoue, c'est propre. Alloca qui échoue, c'est six stack. Donc évidemment, il ne faut pas être un taré et s'amuser à stocker des énormes quantités de données sur la pile. Donc, mais tant que c'est des choses qui sont mesurées, c'est une très bonne idée. Alloca donc perd très peu d'espace et est très rapide. Il est open-coded, ça veut dire inliné directement par le compilo C. Alloca ne fait pas de fragmentation de la mémoire, bien évidemment, puisqu'on reste contigu sur les segments de pile. Alloca est libéré automatiquement. Même si vous faites des trucs aussi épouvantables que des long jumps, de toute façon, votre chose sera désallouée. Et c'est certainement une des raisons, une très bonne motivation pour utiliser Alloca, c'est le fait qu'il ne peut rien se passer de mauvais avec la libération de la mémoire. Les désavantages, c'est que si tu es un peu trop gourmand et que tu prends trop de mémoire, c'est ce dont on parle, tu vas te prendre un six-sac ou peut-être des choses épouvantables. Ça va dépendre de comment ton système réagit quand tu es en train de bouffer ta pile. Et puis, il y a certains systèmes qui n'ont pas Alloca. Auquel cas, il y a des réponses. Auquel cas, il y a des réponses. Vous pouvez parfaitement imaginer qu'en réalité, si vous êtes sur une machine qui n'implémente pas Alloca, vous n'avez qu'à faire une pile à côté. Une énorme pile. Mais vous faites une pile à côté et vous gérez les Alloca. Évidemment, la question c'est... Avant, la désallocation, c'était trivial. Chaque fois que je remonte, c'est désalloué automatiquement. Mais là, quand je remonte, il n'y a aucune raison que je sois en train de popper dans mon truc. Et effectivement, ça ne va pas être popé. Mais au prochain alloca, on comparera l'adresse de où j'en suis par rapport à l'adresse auquel avaient été faits tous les allocas. Et si nécessaire, on va pouvoir popper les différents allocas qui ont été faits sur ma pile auxiliaire. Donc en fait, ce n'est pas portable, mais c'est simulable ailleurs. Donc c'est portable, quoi. On ne va pas commencer à s'interdire d'utiliser des choses parce qu'il y a des machines débiles qui ne permettent pas de le faire. Ce serait systématiquement se contraindre à programmer avec le plus petit dénominateur commun, ce qui est vraiment épouvantable. Les tableaux versus alloca, il y a des choses quand même qui sont différentes. C'est que
Aloca, il va vraiment être lié à l'activation de la fonction, alors que le tableau, il va être lié à l'activation du bloc. Donc si vous avez un tableau qui est de là à là, il va être détruit, entre guillemets, à la fin du bloc, et non pas au moment du return de la fonction. Inversement, comme l'existence du tableau est liée au bloc, vous ne pouvez pas avoir plusieurs tableaux, alors que vous pouvez appeler Aloca en boucle, et puis à chaque fois récupérer des tronçons différents. Bon, et du point de vue de l'implémentation, là, ça veut dire que pour le coup, il est absolument nécessaire de pouvoir déplacer stack pointer. Et tout à l'heure, je vous disais que stack pointer et frame pointer existent toujours. Mais en réalité, réfléchissez. En réalité, les fonctions, 99,9% des fonctions, elles ne font pas de l'Aloca. Elles ne font pas des tableaux dynamiques. Elles ont un cadre de pile de taille fixe. Et comme elles ont un cadre de pile de taille fixe, il y a de la redondance entre avoir frame pointer et stack pointer. Si mon cadre de pile c'est 32, à chaque fois que j'ai envie de parler de frame pointer, j'ai qu'à parler de stack pointer moins 32, point final. Donc en réalité, dans la plupart des cas, on pourrait parfaitement se contenter d'avoir un seul des deux, stack pointer. Si vous faites de l'Aloca, là c'est plus possible pour le coup. On a vraiment besoin des deux. Et ça c'était intéressant sur les Intel avec très très peu de registres, de pouvoir essayer de récupérer frame pointer. Bon, là, on arrive sur un chapitre assez conséquent et je vous propose de reprendre ça à la prochaine séance.